Salut à tous. Salut. Bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly et comme chaque semaine, on se voit pour notre petit format Restons connectés. On est sur l'épisode 22. Épisode où il y aura de la nouveauté, du suivi de dossier, un peu de tout, mais surtout une question auditeur qui nous a bien embêtés, qu'on a eu tardivement d'ailleurs, parce que tu me l'as envoyé aujourd'hui, donc très peu de temps en plus pour y réfléchir. On va faire au mieux, donc on en parlera tout à l'heure. Et on va commencer par la réaction de l'ancien champion de la catégorie des lourds légers, Jamal Hill, suite à la prise de titre de Pereira, justement sur le combat qui a eu lieu à l'UFC 295 contre Jiří Procházka. Il a donné, il a fait normalement, hein, enfin comme tout ancien champion qui va revenir pour essayer de récupérer sa ceinture à un moment ou à un autre, il a donné son avis sur ce qui s'est passé dans ce combat-là. Son premier avis était sur l'arrêt du combat. Donc on en a parlé quand on a fait notre débrief de l'UFC 295 avec est-ce que l'arrêt a été prématuré ou non de la part de Marc Goddard. Donc on a donné tous les deux un avis. Toi tu penses qu'il est totalement justifié. Moi j'ai débattu un peu plus sur le fait qu'on aurait pu laisser un peu plus laisser juste le moment où Pereira se serait installé pour voir si Procházka allait réagir ou pas. D'autant plus que c'était pour un combat pour le titre et on sait que pour les combats pour le titre, normalement, on laisse un peu plus de temps que pour un combat normal puisqu'il y a un enjeu derrière. Donc lui, il a un peu dans cet état de pensée-là, c'est-à-dire que pour lui, le combat, il a été arrêté trop tôt. Ouais, mais de toute façon, en tant que combattant, il n'y a jamais un combattant qui va dire que c'est trop tard, tu vois. Le combattant, il veut aller jusqu'au bout, dans tous les cas, dans sa vision de combattant. Ouais, mais regarde, Procházka a dit qu'il était justifié. On parlera aussi de Pereira tout à l'heure et de ce qu'il en a pensé lui. Mais bon, en tout cas, voilà. Lui, pour le coup, l'arrêt, il a été trop tôt. Il dit, je cite, il faut laisser un champion partir. Il dit, il faut laisser un champion se débrouiller tout seul. Jiří est un champion et j'ai l'impression qu'il mérite qu'on le laisse essayer de se battre malgré l'adversité. Mais je ne pense pas qu'on lui ait laissé cette chance. C'est le jeu. Donc effectivement, c'est vrai, c'est ce qu'on disait de toute façon toi et moi. Enfin, c'est ce que je disais. Effectivement, quand tu sais que il y a des mecs qui se font mettre KO, enfin en tout cas knockdown, qui en début de combat, qui vont aller finir le combat et peut-être même gagner le combat sans se souvenir de ce qui s'est passé dans le combat. Quand on sait que Procházka a été dans la boîte contre Reyes et que ça l'a pas empêché de gagner le combat aussi, tu sais, tu te dis que tu peux le laisser encore un petit peu évoluer et voir en fait. On va pas faire une redite, hein, mais de voir comment la situation se déroule après qu'il soit tombé et que Pereira soit arrivé en position montée pour voir si oui ou non l'arrêt, s'il faut arrêter le combat ou pas, quoi. C'est vraiment ça. Donc en tout cas, lui, c'est sa ligne de conduite. Ouais. Moi, ça m'étonne pas. Ouais. Pour lui, aucun des deux n'a son niveau. Ça aussi, ça m'étonne pas. Logique. Il n'y en a pas un qui va Il dire. va pas dire le contraire. Hein. J'ai trouvé que les mecs étaient extraordinaires. J'ai trouvé que franchement, ils ont toutes les chances de me casser la gueule. Donc je ne reviendrai jamais. Ça serait une vraie sortie. Ça serait une vraie sortie. Il revient sur le travail de Pereira très tôt en calf kick. Donc, tu vois, il analyse un petit peu le cheminement de la victoire pour Pereira. Il met en valeur sa patience, surtout sur le fait que, justement, Procházka a sûrement une boxe dure à lire. En fait, il a su reproduire ce qu'il faisait. En fait, il dit qu'il a su reproduire Pereira, ce qu'il faisait chez les lourds, chez les moyens. Voilà, chez les moyens, ouais, il a su le faire chez les lourds légers. Hein. Il fait exactement la même chose. Ouais. C'est ça. Et ce qui fait que ça le motive énormément à revenir. En fait, lui, en tant que striker, il dit il voudrait revenir, il veut l'éteindre debout, il veut que le combat se passe debout, qu'il n'y ait pas de lutte. Et pour le coup, en fait, ça serait un moyen pour lui de montrer en fait sa domination dans le milieu du striking en fait contre justement le double champion Pereira qui a gagné ses 2 ceintures grâce à son striking. Donc c'est bien parce que justement on se posait la question la dernière fois s'il allait revenir ou pas. Pour le coup, ça le motive. Allait revenir. Non, on savait qu'il allait revenir. On se posait pas la question sur ça. On parlait pas de lui. Hein. Je crois pas qu'on parlait de lui. Il y a un moment, on en avait parlé sur le fait de son état de forme, sur le fait de sa blessure. Non, c'est vrai qu'il allait revenir, mais dans combien de temps il allait revenir? Ouais, tu sais, c'était dans combien de temps? Non, c'était dans combien de temps? Parce que justement, je te disais, moi, je le vois stylistiquement faire chier Pereira.
Ouais. En tout cas, là, il est déterminé. Alors, il est déterminé pour revenir dans sa catégorie. Mais encore une fois, tu vois, là où il aurait dû s'arrêter là et juste parler de sa catégorie, il a été un petit peu plus loin. Et derrière, il parle de sa motivation aussi à revenir pour d'autres challenges, comme affronter Aspinal. Ouais, C'est... j'ai vu ça, j'ai vu ça. Bon, après, dans la citation complète, il dit après avoir défendu mon titre plusieurs fois. Tu vois, il Alors dit ouais, pas monter tout de suite. il dit je veux faire. Non, il dit même pas. Non, précisément, il dit pas je veux défendre mon titre plusieurs fois. Il a dit je veux faire quelque chose en 93 pour pouvoir l'affronter ensuite. Faire quelque chose en 93, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Faire quelque chose en 93, ça peut être regagner sa ceinture et après essayer de monter tout de suite. Tu vois? Il parle pas de défendre son titre plusieurs fois. Et en gros, il pense que Aspinal, c'est un étalon et un nouveau prototype chez les lourds. Et pour lui, en fait, Aspinal, les entraîneurs d'Aspinal et les siens sont un peu sur la même philosophie de construction d'un athlète, tu sais, dans le fait que ça soit des gens complets, enfin, tu vois, avec... euh, Il est complet, c'est ce Yves. qu'il dit lui, hein, c'est ce que lui dit. Ah bah, tu dis ça, mais contre Teixeira, il avait montré quand même que dans la défense de la lutte et Dans tout la ça, défense enfin, de tu la vois, lutte, ouais. il avait été très bon. Donc bon, après, c'est peut-être pour lui, ça suffit pour être complet. Mais bon, c'est ce qu'il dit. Il dit que voilà, ils sont câblés de la même manière, tu vois, ils sont forgés dans le même moule et que en fait, quand un combattant apporte quelque chose de frais dans la cage, il veut le tester. Ça le Alors bon, motive. ça le motive. Il est bien mignon. Ce qu'il veut tester, c'est surtout le fait d'aller chercher la ceinture parce que Aspinal d'aujourd'hui, c'est l'Aspinal d'hier. Et ce qu'il apporte de frais aujourd'hui, il l'a apporté de frais hier. Tu vois, c'est pas non plus, il n'y a pas un renouveau dans le style d'Aspinal. Ouais. Donc c'est ce qui l'intéresse surtout, c'est de faire comme tout le monde en ce moment, c'est d'essayer d'aller choper une double ceinture. Et en fait, son vrai projet, il est là. Oui, c'est sûr. Non, mais après, surtout, là, le fait qu'ils disent tout ça, c'est que le fait que bah, il est inactif. Donc, faut faire parler de lui. Donc, faut Ouais. parler. En fait, c'est juste ça, hein. Ouais, mais bon. En fait, moi, je l'ai souvent dit, hein, mais j'en ai marre des gens qui parlent tout de suite de montée de catégorie et tout ça. Tu n'as rien fait dans ta catégorie. C'est un vrai Ouais. problème. Et en fait, c'est toujours le même débat qu'on a eu avec Makhachev aussi. Enfin, tu vois, tout ces... T'as affronté personne, entre guillemets, tu Ah, vois. il, c'est Non, encore pire, hein. c'est encore pire. Non, non, mais c'est ça. Mais là, je reparle de lui, en fait, directement. T'as affronté personne. Dans le sens où t'as juste gagné ta ceinture contre Teixeira. Et puis après, derrière, quoi? Tu vois, va combattre contre Blakovic, va combattre contre Prochaska, va combattre contre Pereira, va rincer ta KT, et après, derrière, effectivement, on parlera d'Aspinal. Parce que là, s'il parle d'Aspinal aujourd'hui, tu vois, si vraiment, ce que tu as dit tout à l'heure, je veux défendre mon titre plusieurs fois, et après, il parlerait juste de montée de catégorie, il parlerait pas d'Aspinal. Parce que Aspinal, il est champion aujourd'hui, ça veut pas dire que demain, il sera champion. Tu vois, tu ne parles pas d'Aspinal dans ce cas-là nommément, tu vois. Hmm. Tu dis, voilà, je veux défendre ma catégorie, et après, je pense à la montée. Là, je l'entends, tu vois. Quand tu parles d'Aspinal, ça veut dire que c'est dans une temporalité qui est très courte. Donc, et en fait, il y en a assez, il y en a assez de cette culture de la double ceinture. Putain, ce qu'il faut comprendre, et c'est là où, tu sais, c'est le petit coup de gueule, mais c'est un petit peu aussi le côté, tu sais, le problème du limite que les nouveaux combattants sont aussi presque des MMX. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où où ils oublient l'histoire de leur propre sport. Les grandes stars de ce sport, les GOAT de ce sport, sont des gens qui sont devenus GOAT au travers de ce qu'ils ont fait dans leur catégorie. Pas forcément parce qu'ils ont une double ceinture. Tu vois, je pense à McGregor, et c'est le premier qui a eu la double ceinture. Euh, il ne fait pas partie de la discussion des GOAT. Ouais, mais il fait partie de la discussion des plus riches. C'est ce qu'ils veulent. Maintenant, Non, c'est mais ce qu'ils c'est pas veulent, les ça qui l'a combattants. rendu riche. Mais oui, mais on sait très bien que c'est pas ça qui l'a Ah, mais rendu ça a riche. contribué. Mais non, ça n'a pas contribué. Ce qui a contribué, c'est le fait que ça soit le premier, le fait que ça soit Magic Mike qui annonce ses victoires à l'avance et comment ça allait se passer, le fait que il a une personnalité qui a fait que derrière Dana White l'a eu complètement enfin que lui a eu Dana White complètement sous sa botte, qui lui a permis de faire de l'anglaise. Sinon, ça serait le cas pour Non, les autres doubles do- ceinturés, tu vois. mais tous C'est les pas le doubles cas. ceinturés gagnent beaucoup plus d'argent que quand ils ont qu'une ceinture, Non, forcément. d'accord. Mais ils deviennent pas riches pour autant. Ils deviennent pas riches à la McGregor, tu vois ce que je veux dire? Non, mais personne ne deviendra riche à la McGregor. Mais ils deviennent plus riches qu'un combattant lambda ou champion d'une seule catégorie. Ouais. Je suis pas vraiment sûr que ça soit vraiment significatif. Tu vois, enfin, honnêtement, donne-moi un exemple.
par exemple. Il n'y a pas de double ceinturé de toute façon, mis à part Nunes. Il y avait Nunes. Mais Nunes, c'est pareil, c'est son statut de GOAT qui faisait qu'elle avait un, enfin, plus d'argent. C'était pas le statut de double ceinture, tu vois. Bah, déjà, à chaque combat pour la ceinture, tu prends minimum 1 million. Oui, mais tu prends pas 2 millions quand tu es double ceinturé. Non, mais tu combats plus. Mais de toute façon, non, en vrai, il n'y en a pas. Puisque quand tu gagnes une ceinture, il n'y a personne qui a défendu la ceinture dans les deux KT. Mais donc, c'est ce que je te dis. Enfin, si, Nunes. Oui, il n'y a que Nunes. Mais Oui, donc, il n'y a c'est ce que que je te Nunes. dis. Donc, financièrement, ça leur apporte pas plus que d'être champion dans leur catégorie. Alors, je pense quand même qu'en Star Power, tu en gagnes. Tu gagnes. Il y a combien de personnes là qui ont eu la double ceinture? Jones, Ouais, Cormier, ouais, Georges Saint-Pierre. Mais bon, ouais. dans des temporalités super Ouais. éloignées. Georges Saint-Pierre, il est déjà dans la discussion des GOAT, donc lui, c'est pas significatif. Cerudo. Ouais, mais Cerudo, par exemple, tu vois. Enfin, tu prends Cormier. C'est pas non plus. C'est une très grande star, tu vois ce que je veux dire. Mais, euh, mais pareil, je pense pas que ça soit la ceinture qui l'ait rendu plus, qui lui ait donné un statut de plus grande star. Tu vois, c'est plutôt sa manière de combattre. Tu vois, voilà. Cerudo, lui, bah, c'est pas devenu une plus grande star non plus avec la double ceinture. Georges Saint-Pierre, c'était déjà une immense star. Il est revenu, il a eu la double ceinture, ça a rajouté à sa legacy. John Jones aussi, tu vois, dans le statut des GOAT, tu vois, où on parle justement de lui pour être un GOAT. Donc là, j'entends, tu vois. Mais en vrai, les gens à qui ça a donné un star power, c'est des gens qui avaient déjà un star power, tu vois. Les autres, tu vois, c'est Rudo, une double ceinture, même une triple ceinture, il serait pas devenu forcément beaucoup plus bankable, tu vois. Ouais, non, mais c'est pour ça qu'il en parle. Lui, il en parle, mais ça n'arrivera jamais. Ouais, Aucun ouais. intérêt, même pour l'UFC, il n'y a aucun intérêt de le pousser en heavyweight. C'est surtout qu'il vu son hygiène alimentaire quand il sort de la cage, tu sais, il doit Ouais, réfléchir à son cutting. C'est plutôt ça. Mais oui. Non, non, mais moi, je vois pas, en fait, je vois pas l'intérêt particulier. Tu vois, Jamal Hill, honnêtement, s'il monte demain, tu vois, il gagne sa ceinture, il monte demain, je ne le vois pas être une immense star. Je suis sûr qu'il y a plein de gens, même s'il a la double ceinture, qui regardent le MMA un peu comme ça, qui sauront même pas qui est Jamal Hill. Déjà, aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui savent même pas qui est Jamal Hill. non, actuellement, oui, ça c'est sûr. Là, c'est sûr. Maintenant, non. En fait, ça va être le regard de l'UFC qui va changer. Si tu prends deux ceintures, ils seront obligés de te mettre en avant de fou. Donc forcément, tu vas être connu. Ouais, Parce que ouais. ça dépend aussi de ça, hein. C'est l'UFC qui décide de te faire connaître ou pas. S'ils veulent te mettre en avant, ils te mettent en avant. Ouais. Mais bon, en tout cas, ça m'agace. Ça m'agace de voir ces gens. Ouais. Enfin, ouais, Non, je suis je vois pas d'accord. l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Même financier, je vois pas l'intérêt. Je te dis, hein, que tu l'as dit toi-même, hein. Enfin, je l'ai dit, mais tu gagnes 1 million quoi qu'il arrive, que ça soit d'un côté ou que ça soit de l'autre. Et si tu veux être actif, tu peux être actif dans ta caté. Adesanya, il a été très actif en étant champion dans sa catégorie. T'es pas plus actif quand t'as deux ceintures. Ouais, mais lui aussi, il a tenté le coup. C'est juste qu'il a raté. Ouais, mais il a tenté le coup après avoir défendu combien de fois sa ceinture? 4, 5 fois. Bah voilà. Donc là, ça c'est un peu plus justifié. Il avait rincé tout le monde. Il avait Non, non, battu oui, toute ah sa non, c'est KT sûr. avant. Il avait Tu sais, avancé c'est tout le comme monde. Volkanovski. Dans ces cas-là, Volkanovski, Adesanya, je comprends. Tu vois, Jamal Hill, je comprends pas. Bref, passons. Pereira, lui pense que l'arrêt, en fait, il est clair sur l'arrêt de l'arbitre. Là, on revient, on sort Jamal Hill de l'équation. On parle de Pereira et de justement, de sa manière de voir pardon, sa victoire. Et pour lui, il est justifié car il a senti que il a senti Prochaska disparaître sous ses coups. C'est vraiment ça. Donc, pour lui, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de problème. Il était KO, donc l'arrêt, il est complètement justifié. Il revient aussi sur son, comment dire, sur son parcours. En fait, il dit que ça lui permet en fait d'avoir gagné cette double ceinture, de revenir sur son parcours et sur le fait qu'il soit parti de rien et qu'il ait atteint donc ce statut de double champion à la fois au Glory et à la fois à l'UFC. C'est-à-dire que malgré ça, il a réussi à se hisser sur les plus hautes marches des deux plus grosses organisations dans les deux sports qu'il a pratiqués. Euh,
Bon, il a reparlé aussi de sa montée chez les lourds. Donc, sur le fait que tout le monde lui parle. Parce que c'est même pas lui qui en parle. Là, pour le coup, c'est même pas lui qui en parle, c'est les gens qui lui posent la question sur le fait qu'il ait cherché cette triple ceinture. Et il dit, il tempère en disant qu'il a 36 ans, qu'il fallait qu'il écoute son corps et que il ne sait pas encore combien de temps il lui reste, en fait, pour combattre. Tu vois, c'est On sait vraiment ça. bien. On sait bien qu'il ait dit ça. Mm. Il a rien à faire en lourd. En Ouais. vrai. Parce qu'en poids, oui. Je pense qu'en poids, il peut largement être à 110 kilos, Pereira. Je pense même qu'il y est hors combat à 110 kilos quasiment. Mais c'est pas un poids lourd. C'est pas un poids lourd. S'il combattait à son prime en 84 kilos, c'est que c'est pas un poids lourd. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est pas un poids lourd. Effectivement, en fait, la question se pose parce que son style et son punch fait que bah tu te dis que même en lourd, il pourrait. Si stylistiquement ça se passe bien, enfin tu vois, là contre un Aspinal, c'est compliqué. Mais tu vois, s'il avait eu un striker, stylistiquement, il peut peut-être faire quelque chose. Tu vois, en fait, ce qu'il y a, c'est que tu vois, on parlait la dernière fois de qui potentiellement était capable de faire une triple ceinture. Quand on parlait de Volkanovski, tu sais, sur le fait Ouais. quand ils lui ont présenté Parnasse et qu'ils lui ont dit, toi, est-ce que ça serait un challenge pour toi, tu vois? On disait que c'était pas du tout faisable pour lui et que c'était très compliqué et qu'on avait du mal à voir quelqu'un le faire. Pour le coup, là, c'est peut-être un des rares combattants qui potentiellement pourrait le faire. Pour plusieurs raisons, parce que il reste quand même très grand dans sa catégorie, donc avec pas mal d'allonges. Donc ça serait, alors peut-être moins flagrant chez les lourds, mais ça se ferait quand même, parce qu'effectivement il fait 110 kilos dans la vraie vie, donc en termes de gabarit, bah, il serait bas chez les lourds, mais il serait quand même dans cette catégorie-là. Et surtout parce que il a son KO power qui fait que bah, il peut éteindre n'importe qui, chez les lourds ou pas. Tu vois, il peut mettre KO. C'est plus dur. Ça reste une inconnue, hein. Parce que pour moi, il a perdu du punch déjà en light heavyweight, hein. Moi aussi, puisqu'on en a parlé Mhm. contre Blakovic, on a vu que c'était plus poussif. Maintenant, on a vu là contre Prochaska que bah, qu'il pouvait quand même mettre KO, qu'il pouvait mettre KO s'il touchait bien, s'il touchait clean, tu vois. Donc ouais, mais après, je pense quand même qu'il peut mettre KO. Je pense qu'il peut faire la même chose finalement en lourd. Son travail de sap, comme a été mis en avant par Jamal Hill. Travail de sap en calf kick. On sent qu'il est très puissant sur ses calfs. Derrière, attendre l'opportunité, être patient, attendre l'opportunité de venir et de cueillir l'adversaire. Pourquoi pas? C'est possible. C'est possible. Ouais, mais compliqué quand même. Je- C'est, Projette-le là dans ta tête, mets-le face à Pavlovich. Je crois que en c'est un fait, massacre. là, je le projette dans sa tête. Ouais, voilà. Non, Non, oui, non, c'est physiquement, compliqué. c'est compliqué. Physiquement, c'est compliqué. Après, j'ai jamais vu Pavlovic face à lui. Bah, tiens, attends, tiens, je vais te donner un autre exemple. Quand il était face à Daniel Cormier, là, à l'interview. Physiquement, c'était pas déconnant. Pourtant, Daniel Cormier, c'est quand même il est très très lourd, surtout depuis Ah, mais il est qu'il tout petit, a, Daniel Cormier. mais il est tout petit. Mais il est tout petit. Donc forcément, quand t'as un mec qui fait 10, voire 12, 13 centimètres de plus que toi, même s'il est plus fin, tout de suite ça équilibre un peu le gabarit, tu vois, surtout qu'ils étaient habillés et tout. Donc c'est pas pareil. Là, Non, je suis d'accord. on a vu Pavlovich à Spinal face à face, c'est des monstres, les mecs. Ouais. Non, bah, après, je suis d'accord avec toi, hein. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que si je fais l'entièreté du roster dans ma tête, bon, ça va très très vite. Euh, peut-être le seul qu'on pourrait voir, peut-être tenter de faire ça, avec très très peu de chances que ça marche. Je pense qu'il y a que lui. Ouais, ça se tente. Ça se tente. Tout dépend en fait de qui va être le C'est ça. champion. C'est ça. Tout dépend de qui va être le champion. Contre Enfin, Aspinal, j'y crois pas. déjà, est-ce qu'il va réussir à défendre sa ceinture? Déjà, en lourd léger. C'est déjà pas une mince affaire. Maintenant, en lourd, si je devais le projeter en lourd, peut-être que le mec contre qui il aurait le plus de chances de gagner, ça serait Cyril Gann. Stylistiquement. Parce que ça ferait vraiment un match de striker. C'est exactement ce que je me disais tout à l'heure. Et c'est pas, on a dit Cyril Gann, il cogne, mais c'est pas un puncher, tu vois. Donc ça s'équilibre. Même si je vois Cyril Gann le dominer, hein. Oui, moi Mais, aussi. mais c'est là où il y aurait le plus de match, je pense. Ouais. Ouais, non, je suis d'accord.
Je suis d'accord. En tout cas, ce que j'aime, c'est que lui, pour le coup, tu vois, il est quand même lucide sur sa situation. Tu sens que c'est pas justement le genre de mec qui va, comment dire, avoir un problème à la Volkanovski, tu sais, de se dire, putain, le jour où je prends ma retraite, qu'est-ce que je fais? Il faut que je reste actif, il faut que je combatte. Non, lui, tu sens que, voilà, c'est son métier. Ça lui a permis d'évoluer dans sa vie, de devenir une meilleure personne, De entre s'en guillemets, sortir. Parce qu'il de faut s'en rappeler sortir. il était alcoolique quand il avait la vingtaine, il était alcoolique à Pereira. C'est vraiment le sport de combat qui l'ont sauvé. Je crois qu'il travaillait dans une fabrique de pneus, je crois, un truc dans le genre. Ouais, un truc comme ça. Ah ouais, non, il avait une hygiène de vie déplorable, il avait un métier de merde, enfin, c'était très compliqué. Enfin, tu vois, un métier, quand je dis un métier de merde, c'est un métier qui respire pas la santé, tu vois, où tu sens que ton espérance de vie, elle peut dégringoler. Et effectivement, il s'est lancé dans la boxe. Il a eu son parcours, il s'est lancé dans le MMA, il a eu son parcours. Le mec, aujourd'hui, il est au sommet du monde. Donc c'est bien. C'est un bon exemple de réussite. Ah, on va clôturer ce sujet avec juste un petit coup de gueule, entre guillemets, un énième. Oh là là, cette partie de vidéo où il fait l'enchaînement qu'il a fait à Prochaska, qu'il a répété à l'entraînement, tu sais, comme si s'il y avait une mystique, on a retrouvé, on a sorti dans les archives, il avait tout prévu à l'avance. Ce petit Ouais, faut accompagnement de arrêter ça. l'épaule pour envoyer son uppercut crochet, tout était prévu. C'était sûr que ça allait sortir. Ah, les amis, si vous croyez à ça, c'est que vous ne savez pas ce que c'est que de préparer, en fait, de s'entraîner en temps Ah normal. oui, les gars, C'est bah, en un fait, enchaînement basique. tous les chaos qui arrivent dans les cages, là, si vous filmez les mecs pendant les 3 mois de prépa, eh ben, il y aura forcément un moment où vous pourrez isoler le chaos qu'ils viennent de mettre, en fait. C'est ça. Les mecs répètent leurs enchaînements ad vitam aeternam. Tu vois, ils sont là, ils répètent les enchaînements des milliards de fois à la patte d'ours. Nous aussi, quand on tient la patte d'ours à quelqu'un ou quand on est en train de boxer à la patte d'ours nous-mêmes, on va répéter les mêmes enchaînements parce qu'on sait que c'est des enchaînements qui marchent. Mais il n'y a rien de mystique là-dedans. Tu prends un Masvidal quand il prépare son coup de genou sauté parce qu'il sait comment dire, Que Ben Askren va Askren va plonger shooter dans ses direct. jambes. Ouais. Ça, Là, oui. oui. Là, il y a un Ça, truc. Parce que tu c'est sens que ça. c'est pas un truc commun. Et en plus, il le dit, tu vois, pendant qu'il se filme, qu'il l'a préparé juste pour lui, tu vois. Eh oui. Donc ça, je te dis, ok, que Léon Edwards prépare aussi en sachant que Ousmane va pencher la tête tu sais, sur le gauche-droite, enfin sur la feinte, la feinte de jab, il va pencher la tête et que tu prépares ton high kick. Ça, oui, on avait dit, on avait même prédit dans le podcast d'analyse. Ça, c'est quelque chose que oui, tu peux préparer parce que tu as remarqué quelque chose. Que McGregor fasse son truc contre Aldo, où tu vois dans la zone d'échauffement, où il fait son retrait avec son crochet au-dessus du poing, tu te dis, voilà, et je prédis, alors lui c'est encore plus fou parce que il a prédit qu'il avait assez agacé José Aldo Pour pour qu'il que se José jette Aldo direct. se jette, c'est ça. Donc là, c'est encore un truc, c'est une mystique encore différente. Mais là, c'est juste un accompagnement de l'épaule, uppercut crochet. Bon, voilà, c'est tout. On va pas chercher plus loin. C'est un enchaînement basique. C'est basique. Quand tu boxes, c'est Mais un truc que tout le monde c'est fait. un enchaînement que lui fait tout le temps en plus. Enfin, il l'a pas Oui, préparé juste pour lui. C'est un truc typique de Pereira, quoi. c'est ça. C'est ça. Et c'est pas que de Pereira. C'est-à-dire que dans ce cas-là, moi, je peux vous retrouver, je vais courir les salles de boxe, j'en fais une dizaine, et je vous retrouve 3, 4, 5 combattants qui sortent le même enchaînement. Je dirais, ils l'avaient tous prédit. Non, ouais, c'est vrai. C'est un peu la mode, hein. Ah oui. Tu sais, on aime bien créer des visionnaires, tu sais, des génies de la discipline. C'est encore Connor qui a créé tout ça. Pas qui a mis le pied à l'étrier à tout ça, en tout Ouais, cas. bah Ouais, ouais. effectivement. Depuis qu'il a sorti bah, justement la vidéo d'avant Aldo, Ouais, ça a commencé à sortir ce genre de vidéo. c'est ça. Sauf que, comme je disais, il y en a qui sont justifiés, mais il y en a certains, c'est capillotracté, comme on dit. C'est tiré par les cheveux. Non, là, Ah non, bah pour là le pour le coup. coup, ouais. 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 Donc bon, clôturons ce dossier et passons au deuxième sujet qui est le retour de Volkanovski. Donc, il a fait une petite sortie médiatique pour parler en fait de la gestion de sa commotion cérébrale et de son retour au mois de février. Donc, pour rappel, il devait défendre sa ceinture contre Topuria au mois de janvier, sauf que, bon,
petit couac dans l'équation, il a pris le high kick d'Islam Makhachev qui l'a mis complètement KO. Donc forcément, bon, revenir en janvier, ça devient plus compliqué parce qu'il faut gérer le traumatisme et la commotion cérébrale. Donc au début, il disait que ça posait pas de problème, qu'il voulait rester actif, mais après, tu as une réalité. Ça s'appelle des médecins qui te font un scanner et qui te Ouais. disent si tu veux pas mourir, eh ben, il faut que tu Non, mais respectes un protocole. c'est surtout qu'ils te disent que tu n'as pas le droit de recombattre avant tant de temps. Aussi accessoirement, tu as un délai. Parce que Donc, lui, je pense que dans son état d'esprit, c'est pas le fait d'être blessé, enfin, il pense pas à plus tard hein, sur son état de santé. Je pense que s'il avait le feu vert pour reprendre, il aurait repris. Là, c'est vraiment, en fait, je pense plus l'interdiction de combattre qui te bloque complètement, en fait. écoute, je sais pas, parce que visiblement, tu sais, il y a le côté à chaud et puis après, il y a le côté à froid. Et quand il en parle, il a l'air d'être un peu plus Plus modéré, mesuré. plus mesuré, tu vois, où il dit que pour lui et son équipe, c'est un peu tôt. Donc, ça veut dire déjà, il rajoute et son équipe. Donc, tu vois, je pense que c'est quelqu'un quand même qui écoute quand même ses coachs. Il veut suivre le protocole de guérison de sa commotion avec sérieux et rigueur. Mhm. Il s'est entouré d'ailleurs à ce sujet d'une équipe qui gère notamment les commotions cérébrales du football. Donc des gens qui en voient énormément, parce que des commotions dans le football américain, on sait qu'il y en a beaucoup. Hein. C'est d'ailleurs les premiers, le médecin, le film avec Will Avec Will Smith. On Smith. en parlait la dernière fois, je sais plus comment il s'appelle, mais où on parlait justement. En plus, c'est la suite à ce combat-là puisque on parlait de ça et c'est ce soir-là qu'on Ah en a ouais. parlé. Et donc effectivement, les commotions cérébrales dans le football américain, c'est là où ce médecin qui est joué par Will Smith a commencé à mettre le nez dedans et a commencé à mettre le doigt sur le fait que justement, il fallait mieux protéger les joueurs parce que ça a créé des problèmes mentaux, que ça les poussait au suicide, qu'ils avaient des hallucinations, Ouais, il y enfin avait tout ça, plein tout de ça, tout ça, problèmes en quoi. fin de carrière. C'est catastrophique. C'est ça. Donc, ils ont appris à gérer correctement les commotions cérébrales. Donc, c'est déjà bien qu'ils s'entourent d'une équipe qui gère les footballeurs, parce que voilà, ils sont très à même de comprendre le problème des commotions Non, mais ça cérébrales. montre, on le voit dans sa prépa, hein. Il est toujours très bien entouré, il fait toujours les bons choix. Donc le Mm. fait qu'il le fasse aussi dans sa récup, ça, dans l'intelligence de camp et de soins, etc., il me fait penser à Georges Saint-Pierre en Volkanovski. C'est vraiment Ouais, chercher les meilleurs dans tous les domaines. c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Oui, puisque tu voyais, il y avait Danaher dans son coin, il y avait, comment c'était le coach de boxe anglaise Freddy Roach, non? Freddy Roach, ouais, je crois. Un truc comme ça, le Ouais, coach ouais. de Pacquiao. Ouais. Donc voilà, il a toujours su très bien s'entourer, pardon. Et effectivement, c'est pareil avec Volkanovski. Donc l'UFC aussi a été dans son sens. Bon, eux non plus, ils n'avaient pas trop le choix, mais il lui a accordé en fait le droit de décaler en février son combat. Et pour lui, le timing là, pour le coup, est parfait. Il a conscience du danger de Topuria. Il sait qu'il est puissant, il sait qu'il est complet. Mais il a confiance dans sa lecture du jeu et dans sa compréhension du jeu. Et pour lui, Topuria c'est un jeune invaincu, très très confiant. Parce que c'est ça, en fait, c'est une confiance inébranlable. Et en fait, il dit qu'il va lui apprendre l'humilité. Il va le faire redescendre sur terre. J'ai hâte de voir ce combat. Moi J'ai hâte de aussi. voir ce combat parce que pour moi, c'est la seule défaite de Volkanovski en vrai. Parce que sur le premier combat contre Makhachev, il perd. Pour moi, il perd à décision, il n'y a pas de doute. Mais aux yeux du public, il en sort vainqueur, tu vois. Mhm. Donc, lui, psychologiquement, il ne le vit pas comme une défaite, je pense. Parce qu'il est galvanisé, tout le monde lui dit qu'il a fait un combat de fou, qu'il a gagné, etc. Donc, il est encore en pleine confiance. Par contre, là, il va y avoir le doute. Le doute, il est obligé après un KO. Je pense que tous les combattants le vivent. On l'a vu avec Ousmane. Tu reviens pas pareil. Ouais. Surtout quand en plus tu affrontes un puncher direct. Parce que Topuria, c'est le genre de mec qui peut t'éteindre de la même manière, tu vois. Ah oui, déjà en anglaise, rien qu'en anglaise, il a une Non, non, anglaise de en fou. anglaise, oui. Ouais. Il est très mesuré. Moi, c'est un combattant que j'adore. Hein. Je vous dis, j'en avais déjà parlé, mais depuis son combat contre Ryan Hall, j'ai commencé à le suivre. C'est là où je l'ai vu pour la première fois. Non, je l'avais vu encore un peu avant, mais son côté jiu-jitsu brésilien m'avait plu. Et justement, pourquoi Ryan Hall? Pourquoi ça m'avait marqué? Parce que justement, je voulais voir s'il allait réussir à imposer son JJB par rapport à celui de Ryan Hall. Et il avait réussi à le contrer. Bon, après, Fight IQ de Ryan Hall dans ce combat-là, zéro. Dans Franchement, toute on sa en avait carrière, parlé. zéro.
Oui, mais d'autant plus dans celui-là. C'était vraiment, il s'est acharné sur un truc qui marchait pas. Bon, bref, il a pris son KO. Mais c'est un combattant effectivement qui est très complet avec son anglaise et son sol et très puissant. Donc non, moi Topuria, je voulais le voir contre Paddy Pimblett. J'aurais voulu que ce combat se Un fasse. massacre. Ah ben oui, puis justement, c'est pour ça que je voulais que ce combat se fasse. Donc donc oui, non, là, moi c'est vrai, c'est que c'est encore une fois, c'est peut-être un combat où moi aussi j'ai un petit peu peur pour Volkanovski parce que effectivement Topuria c'est un problème. C'est un problème à résoudre. Euh, Après bon, Volkanovski il a pris son KO, mais il a pris le KO dans la KT du dessus avec un short notice de 10 jours où il n'était pas prêt. Bon, si il peut ce KO être dans sa tête, mais il peut le quand même arriver à le modérer avec tous ces éléments-là. Maintenant, quand c'est dans ta tête, un chaos, c'est inconscient. C'est-à-dire, même si tu arrives à te convaincre de te dire, oui, j'étais en short notice, oui, j'étais pas prêt, oui, voilà, c'était la C'est ça KT en du fait. dessus. C'est ça, et on l'a vu avec Ousmane, hein. Parce qu'Ousmane, lui, en conférence de presse, il semblait confiant, hein. Parce qu'il avait dominé tout le combat. Finalement, le KO le prend au dernier round. Donc tu peux te dire c'est un accident, je me suis relâché, nanana. Mais finalement, au moment du combat, tu voyais que quand la jambe de Léon elle commençait à bouger, il était en panique. Les mains Bah elles se ouais. levaient, il surréagissait. Donc c'est dans ta tête un KO. Après, d'autant plus. D'autant plus là. Mais D'autant après, plus. bon, la petite différence avec Ousmane, c'est qu'il affrontait le même adversaire aussi. Ouais, Tu vois. Il y ouais, a, il y a de ça aussi qui peut jouer. c'est vrai. Mais bon, mais c'est vrai que j'ai hâte de voir ce combat-là, j'ai hâte de voir comment il va revenir. Et c'est là aussi il va montrer si c'est un vrai champion. Et on sait déjà que c'est déjà un vrai champion, hein. Pour le coup, il n'y a pas de doute là-dessus, puisqu'on l'a vu revenir de l'enfer, notamment avec les étranglements d'Ortega, enfin, tu vois, ce genre de choses. Il a montré Non, qu'il non, mais était oui, capable je de vois ce que tu survivre. veux dire. Ça confirme encore un peu plus C'est ça. revenir d'une défaite comme ça, c'est pas tout le Ouais, monde qui peut le faire. c'est ça. Surtout aussi rapidement. Ouais, c'est vrai que c'est très rapide. Ouais. Et derrière, il remonte. C'est le mec. Non, je pense qu'il va se calmer là. Non, il va se calmer. Il est pas mal dans sa KT. Donc voilà, en tout cas, ce combat aura lieu à l'UFC 298 et ça va arriver bientôt. Ça va arriver dans 3 UFC numérotés. Donc ouais, Février. j'ai hâte de voir ça. En février. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. En février. Volkanovski, effectivement, il l'a dit après son dernier combat qu'il voulait rester actif parce que sinon il déprimait, parce que sinon il n'était pas bien. Enfin, on avait parlé, et surtout avec une question auditeur, du problème de la gestion du mental de ces adversaires, enfin De plutôt de ses ces combattants. combattants-là. Et c'est marrant parce que là, il y a John Kavanagh qui a parlé justement de la santé mentale de McGregor récemment, où il a fait un parallèle justement avec Volkanovski. En fait, il disait qu'il avait été inquiet sur la santé mentale de McGregor à un certain moment, mais que pour lui aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, qu'il a trouvé un groupe de partenaires d'entraînement qui est formidable et qu'au moins il s'entraîne. En fait, c'est ça la petite nuance, c'est que effectivement, il dit que c'est pas la même chose que de rentrer dans une cage, d'être face à un public, d'être galvanisé par cette foule, tu vois. C'est ce truc en fait où les mecs, tous les combattants sont drogués par ce truc-là, mais que en fait, il arrive au travers de l'entraînement, à se sentir quand même, à être bien, à trouver son bien-être, et donc que c'était une bonne chose. Justement, en fait, il fait le parallèle avec Volkanovski qui, lui, ne se contente pas que de l'entraînement. Tu vois, qu'il a besoin d'être actif, mais d'avoir un Mm. combat de prévu. Tu vois, et là, visiblement, dans la tête de McGregor, il a réussi à faire cette petite bascule, dans le sens où je m'entraîne, ok, je combats pas tout de suite, ok, mais ça va. Je trouve quand même mon compte à passer un bon moment avec mes partenaires d'entraînement, à évoluer, à travailler différemment, parce qu'il le dit, hein, il a eu sa ceinture noire. Je parle de Connor là. Il a eu sa ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Ça lui a fait du bien. Il est content. C'est un nouveau, tu vois, comme s'il se réinventait un petit peu dans son jeu. Et de Tu toute vois, façon, comme il y a tu ce l'as dit la truc-là. dernière fois, et c'est vrai que je n'avais pas tilté parce que je suis pas spécialement. Mais c'est vrai qu'en regardant Instagram, sa communication elle a complètement changé et on le revoit faire du MMA. On ne le Mm. voit plus faire de boxe anglaise. On le revoit faire pas mal de sol, beaucoup d'entraînement au sol, de la lutte. Donc c'est bien. C'est une très bonne chose. Ça, moi, je te dis, j'ai vraiment cette impression où il prend son retour au sérieux.
Tu vois, c'est pas juste faire un chaos, oui, bah oui, pour le coup, un chaos supplémentaire, mais un combat supplémentaire où il va refaire exactement la même chose, où il va se perdre exactement de la même manière. Tu sais, c'est quand même quelqu'un, quand même, s'il est sur les bons rails, d'intelligent. Enfin, tu sais, dans sa pratique. On le sait, il a été un précurseur dans pas mal de choses. On en parle, hein, de Ido Portal, ce genre de choses. Tu sais, où il a apporté, en fait, il a apporté quelque chose de nouveau dans sa pratique, où il y avait un mélange de techniques de capoeira avec un mélange de techniques de boxe anglaise, de taekwondo. Tu sais, mais vraiment tout ça pris dans la mesure pour que ça soit des mouvements efficaces. Tu vois, et même de jiu-jitsu brésilien et de lutte, puisque tu vois, contre Chad Mendes, enfin, tu vois, il avait des, il a su, euh, il a su contrer, par exemple, le sol de Chad Mendes avec sa guillotine, enfin, tu sais, sa lutte, enfin, il y avait quand même des choses à mettre en place, tu vois. Mm. Et j'ai l'impression que quand il est bien câblé, et ce qui n'était pas le cas juste avant, et c'est pour ça que Cavana était inquiet pour sa santé mentale, où il devait être complètement en fait dans la frustration, dans l'énervement, tu sais, dans le fait de vouloir absolument placer sa main gauche et qu'il voyait qu'il y avait une frustration parce elle sortait plus. Donc il passait des heures et des heures et des heures à travailler sur le bouclier, tu sais, son crochet du gauche. Enfin, tu vois, tu voyais effectivement dans sa communication, tu voyais que ça, ce même enchaînement. Là, tu le vois sortir un peu plus ses jambes, tu le vois lutter, tu le vois faire du sol. Tu vois que comme s'il s'était apaisé et qu'il avait complètement mis de côté ce truc-là. Maintenant, Tu moi, vois? le petit truc qui me dérange, c'est que quand Cavana parle de ça, t'as l'impression qu'il parle de ça en témoin et pas en Exactement. coach. Tu Eh oui, vois? Et c'est ça qui me rassure pas pour le coup, parce que t'as l'impression qu'il s'auto-coach en fait depuis maintenant un moment, depuis qu'il est double champion, et c'est ça. il a personne au-dessus de lui. Comme il dit, il a constitué son équipe. En fait, t'as l'impression qu'il fait un peu ce qu'il veut, mais il n'a pas de coach. Et j'ai remarqué ça aussi. J'ai eu cette même impression que toi. C'est-à-dire, effectivement, il parle de ça comme un spectateur, comme un analyste, tu sais, Ouais, il plutôt analyse que le comme truc qui a un. lieu sous son nez, dans sa salle, mais Ouais, lui, il est pas dedans. ouais, ah ouais. Non, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. C'est vrai. Et c'est ça, par contre, le seul point, en fait, me ferait dire qu'il n'y aurait pas forcément D'évolution. d'évolution dans le résultat. En fait, il y a une évolution dans la manière de s'entraîner, mais pas forcément une évolution dans le résultat parce que effectivement, c'est comme si McGregor n'arrivait plus à avoir quelqu'un qui lui apporte un regard extérieur, tu vois. Il y a que lui, tiens, je pense qu'il c'est mieux que je fasse ça pour maintenant. C'est Mm. mieux que je vois la chose comme ça, c'est mieux que je travaille de cette manière, c'est mieux que je fasse ceci, c'est mieux que je fasse cela. Effectivement, je suis Et d'accord. ça, pour le coup, ça se peut pas. Ça se Oui, peut pas. Il n'y a aucun combattant qui s'auto-coach. Même les plus grands champions ont un coach. oui, bah tu prends John Jones par exemple. Qui Enfin, a tu été vois, cherché sur Jackson, oui, Rudo, qui retourne à Jackson Wing, c'est qui. ça. Tu vois, Et il n'y a pas de. On qui ne voit en pouvait pas Ferguson, faire hein. sans en fait. Ferguson, à partir du moment où il a décidé d'être dans ses délires, de faire un peu à sa sauce, c'est un massacre. Ouais, ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais ouais, John Jones a même été jusqu'à rechercher et renouer contact avec la Jackson Wing qui l'avait viré suite à ses problèmes de justice et tout ça. Il a dû les supplier, à mon avis, Bon, pour je sais pas. laisse-moi croire. Laisse-moi croire qu'il y a des coachs avec encore un peu de dignité. Donc, il les a suppliés tout ce qu'il pouvait à genoux pour qu'ils le reprennent. Moi, je pense qu'ils lui ont Euh, dit, vas-y, on fait croire que t'es plus là, parce que tu salis un peu notre nom, mais quand ça ira mieux, allez, tu reviendras. on laisse passer un peu de temps. Bah, ils avaient déjà accepté beaucoup de choses, hein. Ils avaient déjà accepté beaucoup de choses. Donc oui, effectivement. Mais bon. Euh, D'autant plus en plus que McGregor, là, son retour, il est encore décalé, Ouais, ça puisqu'il devait devait être pour combattre à l'UFC l'UFC 300. 300 en avril. Et effectivement, il va combattre qu'en juillet pour l'International Fight Week. Donc, Non, c'est pas sûr ça encore. oui, mais bon, c'est ce qui se dit. Ils Donc, ça peut estiment, encore, voilà. c'est Cavana justement qui dit ça. Il estime que ce sera pour cet événement-là, mais il en est même pas sûr. Non. Et de toute façon, ils peuvent être sûrs de rien, puisqu'il a fait que d'être décalé. Bon, après, il y avait aussi pour la Musada, mais Alors là, ça doit pour le faire. coup, en avril, ça passait pour l'UFC 300. Oui, oui. Mais le TUF, c'était quand avec Chandler? Ça va faire une bonne année, hein. Ben, c'est ça. T'es sur un an déjà? Quasiment, pas loin, hein. Donc, t'imagines. C'était avant les vacances? C'était Non, pendant les vacances. ouais. Non, Bref, je pense pas que ça soit si long que ça. Je pense pas que ça fasse un an.
Mais en tout cas, ça fait un moment qu'ils doivent s'affronter, ces Qu'il deux-là. a été diffusé, mais qu'il a été tourné, ça fait un moment. Ah oui, ouais, si tu comptes le tournage, ouais, effectivement. Mais donc, ça fait depuis ce temps-là qu'ils doivent s'affronter et c'est toujours décalé. Et le problème dans tout ça, c'est pas McGregor, c'est Chandler, qui lui aussi est en stand-by depuis tout ce temps, quoi. C'est ça. Et Mais après, ouais. T'as l'impression que Chandler, pour le coup, lui, il est prêt à attendre, hein. Lui, il veut personne d'autre, hein. Il a compris, hein. Il a compris que, il est en fin de carrière, Chandler, après toutes les guerres qu'il a faites. Et là, c'est le billet à prendre avant de partir. c'est ça. Mais bon, encore une fois, quand même, parce que là, je pense que le seul fautif dans cette histoire, maintenant, je parle pas d'à l'époque du Zada, mais c'est l'UFC. En fait, mais même avant ça, en fait, l'UFC, Juste une seconde, je te coupe. C'était bien cet été, le TEF, hein, qu'il a été diffusé. Donc, c'est pas si d'accord, vieux que ça. ouais. Oui, c'est ce que je te disais, c'est pas, Ouais, ça c'est fait pas un vraiment. an. Ouais, parce qu'on en parlait cet été. Il nous a tellement pas marqué que. Ouais. Et donc le gros fautif quand même pour la non-présence de McGregor, c'est quand même extrêmement l'UFC. Dans le sens où là, c'est encore eux qui vont décaler, enfin qui ne le bookent pas. Avant ça, quand il y a eu le Covid, pareil, ils ne voulaient pas le faire combattre parce qu'ils savent qu'il n'y avait pas assez à capitaliser sur lui s'il n'y avait pas de public, s'il y avait Ce qui est pas. normal. Mais ouais, mais ce qui est normal et ce qui est pas normal en soi. Parce que tu as besoin de combattre, tu as besoin de le faire combattre. Il a besoin de combattre. Tu vois, Ouais, il y a mais un l'UFC a moment. besoin il y a- d'argent. Ça Non, veut dire que d'accord. tu vas le payer plus que ce que tu vas engranger, alors que si tu le cales à un bon moment, tu vas récolter de l'argent. Sauf que le bon moment ne vient jamais. En fait, j'ai cette impression-là, c'est qu'ils attendent tellement justement le bon moment qu'il ne vient jamais. Limite, il combattra plus jamais parce que l'UFC attend trop le bon moment. Le mec peut faire sur n'importe quel événement, il peut faire des millions. Ben, mets-le n'importe quand. Tu vois? Ouais, mais Et il y a ils plein de auraient. trucs qui rentrent en compte. En fait, Connor, t'es obligé de le mettre en main event. Tu vois, c'est ce que je me dis. Si tu le fais à l'UFC 300, je pense qu'il y aura pas mal de ceintures remises en jeu. Mhm. C'est-à-dire que tu le mets en main event devant toutes les ceintures. Comme ça. Non, mais je te parle pas de l'UFC 300. Justement, c'est ça que je suis en train de te dire. C'est que là, justement, on a parlé de l'UFC 300 parce que c'est l'événement et donc Connor, c'est l'événement. Mais putain, mais depuis, de toute façon, depuis des mois, depuis des années même, parce qu'on parlait du Covid. Donc depuis des années, tu aurais pu le booker. C'est-à-dire que là où il aurait Non, pu. mais Alors, il était imboucable. Il était chargé comme une mule. Toutes ces années-là, il était chargé comme une mule. Je voulais le faire combattre où? Il avait même pris sa retraite. Il était même plus dans le pool USADA. Tu pouvais pas le faire combattre. Et il vient de re-rentrer là dans le pool USADA. non, mais je suis d'accord avec toi, mais ce qui a permis de faire ça, c'est aussi parce qu'il voyait qu'il n'y avait pas de perspective à l'UFC. Je pense. Si tu lui avais dit, bon, écoute, mon gars, dans 6 mois, tu combats, bah, il aurait arrêté plus tôt de se charger, tu vois. Non, je suis pas d'accord. Il voulait pas combattre lui. Attends, il était en train de générer ses milliards. Il était dans ses sociétés et tout. Il en avait rien à foutre de combattre. Je sais pas, je sais pas. Je suis pas, tu vois, là pour le coup, je suis pas forcément d'accord avec toi. Je pense vraiment qu'il a envie de combattre, que ça va au-delà de l'argent, tu vois, que c'est vraiment une passion. Il veut combattre, il le dit, il se prépare, il s'entraîne tout le temps. Je pense qu'il veut combattre. C'est juste que, effectivement, quand tu vois que ça prend pas, qu'il y a pas, après, on n'est pas dans les coulisses, hein, mais que tu vois que l'UFC justement traîne trop et tout ça, bon bah dans ce cas-là, tu fais quoi? Bah tu gères tes milliards dans tes sociétés. Mais je pense qu'il aurait pu combattre plus tôt. Et je pense sincèrement qu'il y a 80% de la faute qui vient de l'UFC qui justement attend trop le bon moment. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en Ah, commentaire, moi, je pense pas. mais Moi, je pense que ça vient de lui. Pour moi, ça je sais vient de pas. lui. Il nous a pas montré qu'il voulait combattre plus que ça. Et- À part attaquer les gens sur Twitter. Le ouais, sur mec, les réseaux il sociaux. pesait 90 kilos quasiment. Il était énorme. Il voulait pas combattre. Ah non, il voulait pas combattre. Non, ce que tu oublies, c'est que dans les réseaux sociaux, la temporalité des photos, c'est pas la même. C'est-à-dire que quand tu regardes, il a été longtemps sur les réseaux sociaux avec un physique à 90 kilos. Et dès qu'ils ont commencé à parler de son retour pour l'USADA, Ouais, il tu as était vu qu'il mince. avait, il avait déjà minci. Donc, faut pas se fier à la temporalité des réseaux sociaux. Pour connaître des influenceuses Instagram, elles me le disent complètement. Tu sais, des fois, je leur dis, ah, t'étais en vacances là? Non, non, ça c'était il y a 6 mois. En fait, c'est juste que je sors les photos Non, là. non, mais Mais en fait, c'est tu vois. complètement vrai, hein. D'ailleurs, je soupçonne même, tu sais, quand on avait parlé de Gordon Ryan avec sa photo tout maigre, là, et qu'un Hmm. mois après, il était redevenu balèze, c'est compliqué quand même en un mois. De Oui, oui, reprendre toute oui. la masse Mais, qu'il avait prise. mais Je pense que les photos, elles datent de bien avant.
Mais il y en a qui l'ont dit, hein. Il y en a qui l'ont dit qu'effectivement, il y avait un décalage entre le moment où il a sorti la photo. C'est le reste de la com, tu vois. Donc, non, je pense il a cuté pour revenir à un poids raisonnable pour pouvoir combattre. Et ça fait longtemps qu'il a cuté. Et s'il l'a fait, c'est qu'il était prêt pour combattre. Moi, je te dis, moi, je pense sincèrement que c'est l'UFC qui met des bâtons dans les roues quand même. Qui, qui, euh, Moi, je dis pas qui, comme toi. qui- Écoute, chacun dit ce qu'il veut. Ok, t'as Ah, compris. exactement. Donc, Euh, justement, Team Rolly ou Team Jarod? Allez, commentaire direct. Tu sais ce qui me ferait rire? C'est qu'ils le mettent contre quelqu'un d'autre que Chandler. Il aurait l'air bien contre Chandler. Ça, c'est vrai. Et À c'est 3 attends. totalement faisable. Il s'est cramé tout seul. Il était sur une bonne série. Moi, je kiffe ses combats de Chandler. Hmm. Bon, c'est un golemon dans la cage, hein, on va pas se mentir. C'est le mec avec le fight IQ, et c'est catastrophique. Mais c'est un kiff de le voir dans la cage. Et là, il avait plein de combats à faire intéressants. Ouais. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et c'est ça la force d'un McGregor, c'est qu'il est capable de te mettre en stand-by même sans que tu le veuilles, quoi. Enfin, tu sais, sans t'en rendre compte. Tu vois, t'attends tellement ton combat que derrière, le mec, il est là, il est dans l'attente de. Mais c'est vrai qu'ils sont totalement capables de le mettre contre quelqu'un d'autre, tu vois. Ils seraient peut-être totalement capables de le mettre pour une ceinture. L'UFC peut faire n'importe quoi avec lui. Oui, clairement. Ils peuvent le mettre pour une ceinture. Donc bon. Mais bon, je te dis, toi, je sais que tu penses pas la même chose, mais moi, j'ai quand même hâte de le revoir dans une cage, là, pour le coup. Je veux voir la réalité. En fait, tu vois, c'est ça. C'est même pas une question de le voir combattre, de savoir s'il va gagner, s'il va perdre. Mais tu vois, quand on voit là sur les réseaux sociaux, tu vois, on débat de ça, et ben, c'est comme pour tout. La seule vérité, c'est dans une cage. Donc, je veux voir la vérité dans une cage. S'il se fait rouster, ou si il s'est remis sur les bons rails, ou pas, il y a que là qu'on le verra. Donc, en fait, Non, ma c'est sûr. curiosité, elle est là. Bref. Si, juste une chose avant. D'ailleurs, il parlait d'un record et je crois qu'il a. Alors, j'ai pas noté, je l'ai de tête là, mais il veut battre le record de KO d'Anderson Silva. Il est pas très loin de ce record-là et il voudrait quitter l'UFC avec ce record. Ok. Ce qu'on prend, ça compte aussi ou pas? Ah, tu peux rentrer dans le record du mec qui a pris le plus de Ouais, KO, ça c'est ok. sûr. Bon, il en est loin quand même, hein. Il en est loin. Mais ouais, non, non, il veut battre ce record. En sachant que s'il y a un record qui battra pas, c'est le nombre de défenses de titre. Ça, c'est sûr. Là, pour le coup, il en est Ça, loin. c'est sûr et certain. Ça. Donc voilà. D'ailleurs, en parlant d'Anderson Silva, j'ai été checker voir si la série était sortie. Elle n'est pas encore sortie pour moi. Elle y est, je sais, mais il n'y a pas les épisodes encore. Ah ouais? Donc, ouais. Donc, parce que j'ai la chaîne Paramount Plus. Donc j'ai été voir, mais elle n'est pas sortie. Je vous jure que j'ai été voir pour regarder un épisode aujourd'hui pour pouvoir en Tu parler nous aurais fait un ce petit soir. débrief. Ben oui, mais ça viendra. Elle va sortir, ça viendra. Bref, petit suivi de dossier très 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 rapide parce qu'on en a déjà beaucoup parlé de d'Ngannou et la boxe anglaise. C'est juste pour confirmer quelque chose qui avait été dit officieusement et donc là ça a été confirmé. Donc Ngannou fait bien son entrée officielle dans le top 10 du classement de la WBC. Pardon. C'est le président de la WBC, Mauricio Suleiman, qui avait été impressionné par la performance d'Ngannou contre Fury et donc qui avait annoncé officieusement à Dewey Cooper, son entraîneur, son intention de le classer dans le 10e du classement de la WBC. Ça, il lui avait dit sur le ring juste après le combat. Et il a tenu sa promesse C'est et chose faite. ça a été annoncé au cours de la 61e édition de la convention annuelle de la WBC. Et donc, ça, c'est bien qu'il soit à top 10 parce que là, ça veut dire qu'il va pouvoir combattre avec des enjeux beaucoup Bah déjà, plus il peut élevés. combattre pour la ceinture. Exactement. C'est-à-dire que le prochain combat contre Fury, si revanche il y a, la ceinture pourra être en jeu. Et ça change tout. Ouais, ouais. Je pense que pour le coup, là, on en parlait. Ça va vraiment le motiver à poursuivre dans cette voie-là. Ouais. Ah ouais. Bah, de toute façon, hein, on va pas Que ce, revenir dessus, on va que pas ce faire soit 1000 ans dessus, mais financièrement ou en termes de statut même, de star power. En boxe anglaise, là, s'il arrive à prendre une ceinture, ça serait énorme. J'en doute, hein, mais ça serait énorme.
Mais contre Fury, tu sais, s'il est rentré dans la tête de Fury, c'est possible. Contre quelqu'un d'autre, c'est plus compliqué. Mais la seule voie que je vois vers la ceinture, là, c'est s'il fait une revanche contre Fury qui serait, euh, qui serait amoindri par le premier combat. Tu sais, où il serait psychologiquement impacté par le premier combat. Je sais pas. Fury, on l'a vu revenir de l'enfer plusieurs fois, pour le coup. Donc on sait que... Non, je pense pas que tu puisses forcément rentrer dans sa tête. Je pense Oui, qu'il prendrait oui. bien plus au sérieux et que ça serait bien plus compliqué. Mais rentrer dans sa tête, non, j'ai des gros doutes. Ah, il est revenu de l'enfer dans un même combat. Alors, il est revenu de l'enfer quand il est sorti de sa dépression et qu'il s'est remis sur les rails. Mais après, c'est dans un même combat. C'est-à-dire que il revenait de l'enfer après avoir pris un gros knockdown et puis il revenait au plus haut. Non, là, je pensais plus sur le côté, tu sais, traitement, mais c'est différent. Ah, on va pas revenir dessus 1000 ans, mais c'est différent parce que quand tu te fais mettre knockdown par Wilder, que derrière tu reviens, mais c'est un mec de la boxe anglaise, tu vois, et c'est dans le combat. Et puis derrière, les gens donc ne remettent pas en question le fait que tu aies gagné le combat. Là, tu es contre un mec du MMA qui combat avec un style pâteau, tu sais, comme il disait, pas équilibré, mais juste avec un gros punch et quelques bases qui te, qui te, qui te met à la limite de perdre ton combat, aux yeux du public, tu as perdu le combat, que le mec son frère parle d'une retraite potentielle. C'est pas la même chose, hein, psychologiquement, hein. C'est pas la même chose. Ouais, je sais pas. En tout cas, à la place d'Ngannou, j'essaierais vraiment de refaire ce combat plutôt qu'un autre. Parce que les autres sont bien trop risqués. Et pour le coup, ça niquerait ta cote si tu perds, tu vois. La cote Ouais. que t'as acquise là, vaut mieux la faire monter encore avec une revanche contre Fury. Non, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord avec ça. Donc on verra ça. Mais c'est bien en tout cas. Pour lui, c'est une grosse reconnaissance. Déjà, rien que ça, c'est une énorme victoire. Bref, tournons la page, on verra. De toute façon, il y aura forcément du suivi de dossier pour ça, puisque bah, quand on Bah, saura ce il y qu'il a une va faire, carte là qui a été annoncée en Arabie Saoudite pour le 23 décembre, ouais. avec plusieurs gros noms. Alors, j'ai plus les combats en tête, mais je sais que Wilder il combat, je sais que Joshua il combat, mais Ngannou n'est pas booké dessus. Ouais. Ouais, ouais. Et si Wilder et Joshua combattent, ça veut dire que déjà ces deux noms, ils sont bookés. De toute façon, Ngannou, hein, Ces deux noms sont bookés, ils ont parlé en plus que si les deux gagnaient leur combat, ils s'affronteraient. oui, oui, j'ai vu ça, ouais. Depuis le temps qu'ils se tournent autour. Ouais. Donc, ça veut dire que ces deux-là, déjà, c'est mort pendant un bon moment. Et puis, ouais, en MMA, à part le forcing pour John Jones, c'est la seule chose qui se passe côté Ngannou pour le MMA. Donc ouais, je sais Forcing pas. inutile quand on sait qu'il est blessé, qu'il ne reviendra pas avant un an. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais bon, parce qu'il y a personne d'autre en vrai. Ouais. Bref, tournons cette page et parlons de Ousmane Nurmagomedov qui a été pris pour dopage. Donc, c'était le champion léger, je dis bien c'était, du Bellator. Il a été testé après son combat contre Primus lors de la demi-finale du tournoi à 1 million de dollars. Alors, visiblement, de ce qu'il a dit, c'est un traitement médical qu'il a pris avant son combat et qu'il n'a pas pris soin d'informer la commission athlétique. Donc, il a pu fournir à bah, la société enfin, tu sais, qui a fait le test antidopage. Alors, je sais pas si c'était l'USADA ou autre chose, on ne s'est pas dit. Mais bon, il a pu fournir en tout cas tous les éléments du médecin, ce qui lui a permis en fait d'alléger sa sanction à 6 mois, parce que normalement, on se posait la question pourquoi 6 mois alors que tu Que sais, normalement, c'est bien plus, ouais. c'est ça. En fait, on en parlait, on a fait un petit repas d'équipe pour fêter l'UFC là, et on l'a fait que là, quand, avec Noah et donc tout le staff de sa préparation. Et l'info, elle est tombée durant le repas. C'est pour la petite anecdote. Et donc, on a fait le parallèle avec Damien Lapillus et ses 3 ans de suspension pour le salbutamol, tu vois. Donc, et là, on se disait pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'il a pris? Ça doit pas être bien grave parce qu'il a pris que 6 mois, tu vois. Et là, en fait, on se rend compte que c'est parce qu'il a pu fournir quand même les pièces qui expliquaient que Non, mais c'était à cause après, de ce pour le coup, médicament. l'AFLD, ils ont allumé la pilus, hein. Oui, ils ont C'est fait un exemple, même l'USADA, ils sont pas aussi durs que ça. bien sûr. Mais en tout cas, normalement, de ce qu'il disait, pour cette prise de produits dopants, entre guillemets, qui est ce médicament-là,
Normalement, la charge, elle est beaucoup plus grande. Tu vois, normalement, il aurait dû être suspendu beaucoup plus longtemps. Donc là, il a pris 6 mois, pour ce qui est déjà énorme. Hein, ce qui est déjà énorme. Ce qui est énorme, oui et non. 6 mois, 6 mois, c'est rien. Non, quand je dis c'est déjà énorme, c'est-à-dire que Je pense que le gros problème, ça c'est ça surtout le bloque pour tout. C'est ça. C'est que ça le sort de tout. En fait, c'est surtout que tu perds ta ceinture, tu perds tes titres. C'est surtout ça, parce que 6 mois sans combattre, en soi, c'est rien. Il a, oui, non, mais quand je dis c'est énorme, ce qui est déjà énorme, c'est-à-dire que parce qu'il n'y a pas que la ceinture. C'est qu'il était dans le tournoi à 1 Non, million non, et tu qu'il perds était le en finale. tournoi, tu Bah n'auras pas le titre au tournoi, tu n'auras pas ta ceinture, et même aux yeux des gens, c'est toujours une accusation oui, même si tu délicate, justifies. Ouais, même je suis si c'est d'accord. justifié. Mm. Effectivement, il a perdu sa ceinture. Effectivement, c'est Primus qui va accéder à la finale parce que le combat il a été requalifié en no contest. Donc oui, il perd énormément avec cette accusation-là. Enfin, avec c'est même pas une accusation là pour le Cette coup, avec cette condamnation. sanction, cette Mm. condamnation-là. Et donc Primus va combattre contre le vainqueur du combat, Patricky Pitbull versus Alexander Shabili. Donc pour la finale du tournoi à 1 million. Donc c'est bien pour Primus pour le coup, qui fait son évolution. Dommage que ça soit pas Mansour, mais bon, tant pis. Hein. Mais oui. En tout cas, c'est Ouais, mais ça arrive souvent, hein, ce genre de truc. Et je suis étonné qu'ils aient pas encore trouvé de solution par rapport à ça. Pour moi, en fait, j'y pensais la dernière fois, quand la news elle est sortie, j'y pensais après. Ça devrait être aux médecins. En fait, quand tu es médecin d'un athlète de haut niveau, Mhm. pour moi, ça devrait être aux médecins de faxer automatiquement l'ordonnance à l'USADA. C'est faisable, hein. Oui. Tu vois, il faxe à la Sécu, bah là, il le faxe à l'USADA. Tu sais que c'est un athlète de haut niveau, il est suivi par tel truc de dopage. Dès que tu lui fais une ordonnance, tu la faxes automatiquement à l'USADA. Le combattant, il ne devrait pas avoir géré ça. Ça lui Ouais, je suis retire d'accord. déjà une petite tâche, tu vois. Mhm. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Effectivement. Parce que ça arrive très Euh, souvent, hein. Là, il y a la combattante, là, Bueno Silva, là, qui va combattre là, pour la ceinture. hmm. Elle aussi, elle s'est fait attraper pour un truc comme ça. Elle est Pour passée les Kinder Bueno, positive. ouais. Ouais, C'était. ouais, exactement. Des Buena. Mais c'était pour un truc de thyroïde ou un truc comme ça, un comprimé qu'elle a pris, enfin, de ce qu'elle a dit. Et visiblement, elle l'a justifié, tu vois. Mais bon, ça arrive assez régulièrement quand même, ces trucs-là. Et ça peut être très facilement évité, je pense, si justement les médecins, ils envoient directement. Pardon. La question, c'est de savoir est-ce que les médecins, parce que ça, c'est une grosse question, savent quelle est la liste des produits qui sont considérés comme dopants, tu vois. Parce que ça se trouve, le médecin, enfin, tu sais que tu connais les médecins, ils se prennent pas trop la tête. Hein. Je pense que c'est valable en France comme c'est valable ailleurs. Et donc, est-ce qu'ils prennent déjà le temps déjà de vérifier si le produit il est considéré comme dopant? Parce que si tu prends un médicament qui n'est pas considéré comme dopant, tu n'as pas besoin de l'envoyer en soi. Tu vois, si tu as la En liste des. fait, ouais, mais tu vois, tu prends pas de risque. T'es athlète, tu gères l'athlète de haut niveau, tous les médicaments qu'il ingère, tu fais une ordonnance, de toute façon, ça te coûte rien, tu la faxes. Oui, non, mais là-dessus, je suis d'accord avec toi. Tu vois, mais c'est juste pour dire que effectivement, les médecins, je pense que les 90% des médecins ne savent pas du tout Mais qu'est-ce qui est même, considéré même comme produit plus. dopant et ils y pensent même pas. Tu vois, Ouais, c'est mais ça en tu fait vois, moi, dans ça ce me choque truc-là. pas. Ça me choque pas, parce que si c'est ton médecin généraliste, tu vois, on va pas lui demander d'être un expert des produits dopants. Justement, pour faciliter la vie, il envoie tout, il se prend Hmm. pas la tête, c'est l'USADA qui gère. Oui, sauf que c'est ce que je te dis, en fait, comme ils sont, et comme ils connaissent pas le dopage ou quoi que ce soit, tu vois, je pense qu'ils y pensent même pas. Et ce qu'il y a, c'est que le problème, c'est que tu peux pas faire une règle comme ça. On en parlait la dernière fois pour ce qui était de l'arbitrage ou enfin, tu sais, on parlait oh, pour la suite justement des combattants. Tu vois, on avait ce débat-là. Comment tu peux mettre une règle en place pour tous les médecins du monde qui donne cette règle de conduite à suivre? C'est dans ce cas-là, encore une fois, aux combattants de dire bah, envoyer à l'USADA. Donc, mais que le combattant le dise au médecin ou qu'il le fasse de lui-même. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est une pratique. C'est une pratique en fait à mettre en place. Mais comment tu peux mettre cette pratique en place pour tous les médecins du monde? Tu vois, c'est pour ça que c'est aux combattants de le faire. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est utopique ce que je dis, mais ouais.
Ou alors avoir des médecins qui bossent avec le système USADA, tu vois. Comme, je sais pas, qu'ils aient des médecins. Non, c'est compliqué à mettre en place. Non, ça c'est possible. Qu'il y ait des médecins certifiés USADA, c'est-à-dire que un peu Ouais, partout. voilà, Ouais, voilà, par exemple. Enfin, pas c'est USADA, possible. pas USADA, mais genre Oui, en oui, France, AFLD, oui, oui. tu vois, de tous ceux qui aident l'USADA à contrôler. Ouais, que tu as une liste de médecins qui sont en partenariat avec les sociétés de tests Antidopage. antidopage. Maintenant, l'autre problématique, encore une fois, c'est de savoir, il faudrait qu'il y ait un médecin dans chaque ville, quoi. C'est ça, oui, c'est Et ça. ça aussi, c'est compliqué. Impossible. Eh oui. Donc, ouais, non, non, c'est compliqué. C'est pour ça que c'est la charge, elle revient aux combattants. Non, par contre, c'est vrai que Ousmane Nurmagomedov n'est pas un débutant, encore moins sa team, qu'ils ont de l'expérience, qu'ils ont beaucoup de combattants. Normalement, ça, c'est une erreur qui ne doit pas arriver. Tu vois, Mm. là, pour le coup, tu vois, c'est pas le mec qui vient d'arriver à l'UFC ou qui commence sa carrière en MMA, qui est pas suivi, qui est encore très amateur dans son professionnalisme. Tu vois, je dis ça volontairement, mais qui n'est pas au fait de tous ces trucs-là. Quand t'es un mec qui est champion depuis un moment, qui porte ce nom de Bah, qui est famille, dans une famille de champions en tu plus, vois, donc de champion, normalement, cette erreur-là, elle est pas censée arriver. Moi, pour moi, la faute, elle lui incombe. Tu vois, après, il justifie, c'est très bien, mais pour moi, la faute, elle lui incombe. Tu vois, dans le sens où il y a pas de surprise. Les règles, ils les connaissent. ouais, non, je suis d'accord. Ce qui fait que j'en viens même à me poser la question bon, même s'il fournit des preuves et tout ça, mais si la prise de ce médicament-là, si elle est considérée comme dopante, tu vois, si ça n'a pas été fait sciemment. Ça n'a pas été communiqué le médicament. Non, On ne sait pas c'est quoi les on sait effets. pas pourquoi, ouais. Ouais. En tout cas, je l'ai pas trouvé l'info. Ouais. Bon, déjà, Donc, si elle sort, ça nous donnera une indication, tu vois. Quels sont les effets du truc? Est-ce que ça a parce, une réelle plus-value, tu vois, si tu le hmm. prends sciemment? Parce que, bah, de toute façon, si c'est considéré comme dopant, et je pense que, comme d'habitude, hein, c'est pas le fait que tu aies pris un comprimé, c'est que tu aies pris une quantité de ce produit qui rentre dans tu sais, comment dire, qui sort des clous de ce que tu as le droit de prendre aussi. Parce que tu sais, tu sais, je crois que tu sais, il parle des picogrammes, ce genre de choses. Tu vois, c'est la quantité qui retrouve dans ton organisme. Non, non, Tu c'est vois. sûr. Donc là, tu vois, pour Damien Lapillus, C'est parce que c'était c'était euh, très, très élevé. c'était très très élevé, qu'il a justifié ça avec le fait que quand il faisait une crise d'asthme, en fait, voilà, il prenait le temps de bouffer. Donc c'était ça. Donc là c'est pareil, il est pris pour ce produit-là, pour ce médicament-là, mais ça veut dire il a dépassé le seuil de prise de ce médicament-là aussi, tu vois, s'il est pris. Donc il a justifié avec le mot du médecin. J'ai un mot du médecin, mais derrière, ça veut dire qu'il y a quand même une prise qui est conséquente de ce produit-là. Donc après, se mettre en cheville avec un médecin pour qu'il te fasse une ordonnance, tu vois. Attention, hein, je dis ça, je ne dis pas que c'est la réalité, c'est une hypothèse de réflexion qui vient dans le prolongement du fait que justement des gens aussi au fait de ce qu'est la vie d'un combattant professionnel de MMA, le fait qu'une erreur comme ça normalement ne devrait pas arriver, tu vois. Ça se trouve, il se dope clairement en cheville avec un médecin. Bon, il a le papier du médecin, mais voilà, parce que quand même. En fait, Quand même. Attends, je termine. attends, Non, je termine. vas-y. Non, je termine. Parce que si normalement tu montres avec des preuves que ce médicament il est justifié, normalement tu n'es pas censé être sanctionné. Tu vois? Tu as le Alors, temps, en fait, ils te font une première notification, tu montres les preuves, si les preuves sont conformes, derrière ils te disent bon bah ok d'accord c'est bon ça rentre dans les clous. Là ils lui ont quand même mis 6 mois. je serais d'accord avec toi, mais si vraiment, alors, je me mets à sa place, je me dope. Hmm. Le médecin me fait une ordonnance. Pourquoi je vais pas l'envoyer? Au contraire, je me couvre. Je l'envoie, je vais pas l'oublier, hein. Je vais Oui, l'envoyer. Là, il l'envoie pas. mais pourquoi il le ferait pas? Pour une raison qui est très simple. C'est-à-dire que le mec, s'il prend tu vois, si c'est un traitement médicamenteux, en général, tu l'as sur une période déterminée. Tu Mhm. vois, je pense que donc si tu l'envoies, si tu envoies ton ordonnance et que derrière, je sais pas, c'est une ordonnance pour, je sais pas, 2 semaines, allez, admettons, et que un mois après,
ou 2 mois après, tu te fais choper avec ce même produit. On va dire, ok, d'accord, tu m'as envoyé ton ordonnance. Mais derrière, c'était pour 2 semaines. Là, ça fait 1 mois. Et tu as encore le produit dans le sang. Donc ça veut dire que tu continues à le prendre. Si tu le fais dans l'autre sens, que tu prends ton petit cacheton pendant X temps, et qu'un jour, tu te fais attraper. Donc ça fait 2 ans, admettons que tu prends ton cacheton, et qu'un jour, tu te fais attraper. Tu dis, ah, mais non, mais j'ai l'ordonnance. Il vient de me la donner, là, le médecin. Tu vois, j'ai tous les papiers, c'est bon. Et là, dans ce cas-là, tu peux te dire, ah oui, c'est vrai, tu étais sous traitement à l'instant T. Ouais, mais t'es sanctionné quand même. Et c'est ça qui me fait bizarre, en fait. C'est là où, parce que de toute façon, comme d'habitude, hein, ils vont pas sortir tout le truc parce que bon, voilà, on n'a pas Ouais, toutes les parce que, informations, mais de mémoire, il y avait eu cette histoire avec Romero. Je sais pas si tu te rappelles. Romero, il avait été en hmm, procès longtemps avec une oui, société de protéines, de compléments alimentaires, c'est des compléments alimentaires, ouais. où dans les cuves, ils avaient dit qu'il y avait eu des produits dopants, etc., que ça avait été retrouvé dans ses pots. Et il avait gagné son procès, justement. Oui. Donc après, je sais plus de mémoire, est-ce entre-temps, il a été suspendu? Je m'en rappelle plus. Mais après, s'il est suspendu, il y a le temps du procès, il y a tous ces C'est trucs-là. ça, ça Enfin, avait tu vois ce duré que je quand veux même, dire? cette histoire. Oui, c'est ça. Mais bon, il a fini par avoir un gain de cause et être blanchi. Tu vois, lui, c'est plutôt pour une question d'image, en fait, où il a été blanchi. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose entre la société de compléments alimentaires nettoie pas bien ses cuves et donc il y a des résidus d'un produit dopant dans un autre complément alimentaire que j'ai pris, tu vois. Romero, quel culot. Mais tu vois, c'est pas la même chose entre ça Le mec où a tu peux gagné son pas procès. où tu peux pas le savoir et là où c'est un médicament que tu prends sciemment. C'est encore 2 choses différentes. Ouais. Je sais Donc pas, moi, au début, j'étais accusateur, et puis après, quand j'ai vu l'explication et tout, je me dis, ça peut tenir la route. bien Ça, sûr. ça peut tenir la route, et au-delà du fait d'être professionnel, etc., je pense qu'il y a vraiment un nombre incalculable de combattants qui ne connaissent pas les produits autorisés, etc. Même les plus grands champions, je pense qu'il y en a plein qui connaissent pas ça. En plus, ça change régulièrement. Donc c'est pas facile. C'est pour ça que pour moi, ça serait pas au combattant de gérer ça. Ou alors, il faudrait vraiment qu'il ait son manager qui soit vigilant sur ça, ou son coach, tu vois, qui surveille tout ça. Mais le Mais coach, c'est. il connaît pas plus. Ouais, mais qui se renseigne, tu vois. Mais Non, le combattant, je pense qu'il y en a très peu vraiment qui connaissent, qui sont au fait des interdictions de toutes les molécules. non, mais je suis d'accord parce que quand j'ai vu l'explication aussi, moi je me dis ça tient la route. Effectivement, ça tient la route. Mais après, tu sais, c'est dans la réflexion. C'est si tu pousses un peu plus loin, tu te dis oui, ça tient la route, mais tu Oui, non, sais, mais de toute façon, c'est ce qu'on disait. À partir du moment où il y a une accusation, tu crées le doute dans la tête des gens. C'est logique. ouais. Et moi, c'est à partir du moment où sanction il y a quand même quand tu montes tes preuves. Quoi. Parce que Mm. si t'es carré, si tes preuves elles tiennent la route, normalement il n'y a pas de sanction. Bon, ok, c'est vrai, tu avais cet élément-là. Maintenant, il est justifié, ok. Tu vois. Parce que tu as quand même ce bénéfice du doute de ce que j'ai compris de ce qui se passe justement avec les sociétés qui te testent justement pour le dopage. C'est ça, c'est que ils viennent, tu fais ton test, ah, t'es pris, ok. Euh, Tu as un temps pour donner une Justifier le explication. truc, ouais. C'est ça. C'est-à-dire que c'est pas non plus ah bah tant pis, t'avais qu'à le faire avant. Tu vois, en fait, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est difficile pour les combattants de le faire en amont, c'est difficile ceci cela. Ok, je suis d'accord avec ça. Mais ils sont pas cons non plus. Tu vois, leur but c'est pas non plus de te niquer ta carrière. Donc ils viennent et ils te disent ok, pourquoi? Pourquoi? Parce que tac, 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 tac. Je t'apporte les preuves de ce qui s'est passé avec Damien Lapillus. Quand on avait suivi l'histoire de Damien Lapillus, c'est aussi parce que il a pris cher. Pourquoi aussi? Parce qu'il avait laissé traîner pendant longtemps. Il avait fait tourner en bourrique la FLD pendant très longtemps. Et je pense qu'ils avaient un peu la haine contre lui parce que justement, il les prenait pour des cons. Tu vois? Donc c'était un peu ça. Avec des mauvaises preuves, enfin, tu vois, il y avait plein de trucs. Je me souviens plus de Ouais. toute l'histoire, mais il y avait plein d'éléments. Mais ils lui ont quand même laissé beaucoup de temps pour montrer patte blanche. Quand ils ont vu que qu'au bout d'un moment, voilà, c'était trop gros, ils ont dit allez, salut, allez, stop, tu vois. Et c'est un peu ça qui me paraît bizarre dans cette histoire, c'est qu'il y a quand même une suspicion
bien qu'il y a eu explication. Tu vois, il y a quand même sanction. Ouais. Moi, enfin, le plus chiant pour lui, pour le coup, c'est vraiment le retrait de la ceinture. C'est Bah, le uniquement tournoi à ça. $1 million. Attends, il allait se faire $1 million. Il y avait de fortes chances qu'il remporte le tournoi quand même. Il allait se faire $1 million. Bah ouais. La ceinture, ça faisait un moment qu'il l'avait. Là, le million, il allait l'avoir sûr. Tu vois. Enfin, sûr. Jamais rien n'est sûr, mais bon, il était bien Il parti était pour. bien parti, ouais. Donc, c'est plutôt ça, moi, qui me piquerait. Tu sais, quand tu parlais de l'argent tout à l'heure, là, pour le coup, je pense que c'est vraiment ça. Donc, bon. Bref. En tout cas, voilà. Si vous avez plus d'infos et plus d'éléments là-dessus, on vous fait confiance parce que souvent vous avez plus d'éléments que nous. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Dernière petite info avant de passer à la fameuse question auditeur. Et c'est plutôt l'info historique, l'info insolite, tu sais, de la semaine. L'info Dwayne, people. l'info people, exactement. Dwayne The Rock Johnson confie qu'il a songé à faire du MMA par le passé. En fait, il a pensé à faire une carrière dans le MMA. Bon, il s'est ravisé visiblement. Euh, il en a parlé au micro de Joe Rogan sur le podcast Joe Rogan Experience. Et en fait, ça remonte à 1997. Donc c'est People, mais c'est People ancien quand même, hein. Je sais pas quel était le nom des magazines People à cette époque-là, mais c'est plutôt là. Donc il disait qu'il s'entraînait à Los Angeles et qu'il croisait des combattants du Pride qui venaient de se lancer au Japon. Et lui, sa situation, il combattait en catch à la WWE et il gagnait $150 000 pour 235 jours de travail. Il estimait que c'était pas suffisant, mais c'est quand même pas mal, hein. Moi, je veux bien pour 235 jours de travail gagner $150 000, ça me déplairait pas. Bref, Je comprends, c'est hard le catch. C'est hyper chaud le catch. oui, c'est chaud physiquement et tout ça, c'est chaud, on est C'est d'accord. une horreur physiquement. Et oui, non, non, on est d'accord. Mais c'était son début de carrière, donc il y avait Non, l'évolution non, c'est sûr. potentielle, tu vois, parce qu'il y a beaucoup d'argent dans le catch aussi. Donc, il pensait ne pas réussir en plus dans le catch. En fait, c'est surtout ça, c'est qu'à cette époque-là, il pensait ne pas réussir parce que, Il était pas aimé, son non, personnage. non, il se faisait huer constamment. On lui demandait de sourire, il avait pas envie de sourire. Enfin bon, il était pas bien dans son rôle. Il était pas, ouais, il avait pas le rôle naturel pour lui en tout cas à cette époque-là. Et donc, il a entendu que les combattants de MMA gagnaient 250, 300, 350, $500 000 par combat. Et donc, ça a cheminé, en fait, ça a cheminé dans son esprit et il s'est dit, bah écoute, c'est pas mal quand même. Parce qu'en fait, c'est sûr que quand tu réfléchis juste au temps passé dans la cage, c'est un beau salaire. Maintenant, il faut penser que, et on le dit aussi pour ceux qui ne le penseraient pas, ce n'est pas que le temps passé dans la cage. C'est aussi ton temps de préparation. C'est aussi ton camp. C'est aussi tous ces trucs-là. En fait, ton salaire, c'est aussi tout ça. Et surtout le paiement de tes coachs et tout. Enfin, il y a ça aussi qui joue, tu vois. Là, lui, sur les $150 000, je sais pas s'il payait des coachs ou quoi que ce soit. Mais quand tu es combattant de MMA, tu as quand même pas mal de frais Payer les produits. annexes. Exactement, les produits dopants, par exemple. Donc, surtout à l'époque du Pride. Là, il n'y avait pas de problème. Et donc, il en a parlé avec Ken Shamrock, avec Mark Kerr, et en fait, il disait qu'il savait qu'il allait se faire bousiller, qu'il allait perdre un poumon, mais que bon, pourquoi pas? Pourquoi pas me lancer dans le MMA? Bon, après, il en a parlé à une personne, à mon avis, qui a dû lui mettre un gros stop. Il en a parlé à sa femme. Pour une fois que je ne vais pas parler de ma femme, mais que je vais parler de la sienne. Donc, il en a parlé à sa femme. Et puis, il a fini par se faire une raison en se disant que, bon, se faire huer, mais gagner 150 000 euros, $150 000 par an, c'est quand même pas mal. Et bah, visiblement, il a fait le bon choix parce que si il n'avait pas duré à la WWE, il n'aurait sûrement pas fait cette carrière en cinéma. Déjà, il n'aurait pas sûrement été aussi connu et gagné autant d'argent dans le catch. Et puis faire cette carrière dans le cinéma qui, pour rappel, il y a quelques années, il était considéré comme, enfin, c'est pas considéré, Même dans le maintenant, classement, c'est c'est l'acteur le mieux payé le d'Hollywood. mieux payé. Ouais, bah, je savais pas encore aujourd'hui, mais en tout cas, Ouais, c'est en tout cas, l'acteur le mieux jusqu'à payé. l'année dernière, c'était ça, il me semble. Ouais. Donc, énorme, énorme. En plus, il fait un peu de MMA dans la franchise Fast and Furious. Donc, bah, s'il avait fait du MMA, je pense qu'il se serait vite rendu compte que il ne peut pas Non. porter quelqu'un par le cou, qu'il ne peut pas le jeter dans le mur, qu'il peut prendre des parpaings, tu sais, qu'il peut pas casser des briques avec sa tête. Par Alors, contre, il y il a un aurait truc été qui m'étonne dans ce qu'il dit. Il parle de 1995, il parle de $500 000 par combat. J'aimerais bien savoir. 1997. Ouais, j'aimerais bien savoir quel combattant prenait $500 000 par combat. C'est Eh énorme, 500 000 ben, dollars ouais, par combat. ouais.
Après, on sait qu'au Pride, ça payait en soum-soum, tu vois. Mais enfin, Oui. les salaires, c'était pas vraiment les salaires que tu touchais. Il y avait des histoires de sacs d'argent qui étaient remises aux combattants comme ça, là, dans les vestiaires. Mais 500 000 $, putain. Ah, bah après, C'est s'il le énorme, dit, 500 000 $ pour l'époque. je pense que c'est vrai, tu vois. Mais ouais. Ouais, je sais pas qui. Bah, je pense que tu vois, c'est Marquer peut-être. Non, attends, Marquer était. Ouais, non, je Si, sais il a pas. combattu au Pride, Ouais, Marc. il a combattu au Pride. Ouais. Non, je sais pas. Après, peut-être qu'il extrapole. Peut-être que tu sais aussi, c'était comme il dit, hein, c'est des choses qu'il entendait dans sa salle d'entraînement. Ouais, Donc peut-être bon, Rickson? Rickson peut-être. Ouais. Ouais, je Mais sais bon, pas. encore une fois, tu sais, je pense que ça a été valable de tout temps. Il y a comment dire? Tu sais, tu t'imagines que si tu fais combattant de MMA, et c'était valable à l'époque comme c'est valable aujourd'hui, tu vas super bien gagner ta vie, tu vas te sortir de la merde et tout ça. Alors oui, c'est valable pour certaines personnes, mais avant d'en arriver là, il faut montrer voilà, que tu es une superstar, il faut gagner pas mal de combats, il faut y laisser des plumes, comme ils disent, faire bousiller. Ah Et non, là, tu vas après, galérer. voilà. Et là, après, tu peux prétendre à gagner ce type de salaire. Mais quoi qu'il arrive, avant ça, bah, t'es payé au lance-pierre. Et même si aujourd'hui, l'UFC, on critique avec le 12+12 ou le 10+10, mais tu le disais la dernière fois, c'est quand même parmi les meilleurs démarrages pour un combattant qui débute. Bah, à Bon, après, l'époque, il y a l'UFC, peut-être, c'était 3+3, il me semble, hein, le c'est minimum. ça, c'est ça. Donc, euh, donc bon, effectivement, un tiers vaut mieux que deux, tu l'auras. 150 000 $, c'était pas mal. C'est une sécurité, hein. Ouais. Et puis tu dis le catch, c'est compliqué, c'est dur. Ah, t'en as beaucoup des métiers difficiles où tu gagnes pas 150 000 $ par an, tu Ah vois. non, c'est sûr, c'est sûr. Non, c'est sûr. Honnêtement, Mais le c'est quand catch, même. pour m'être intéressé un peu aux catcheurs, tu vois, à leur prépa et tout, c'est quand même un truc de taré, le catch, hein. Ah bah oui. Les mecs, ils C'est doivent être physiquement Non, mais déjà, t'es jamais au parfaits. même endroit, tu bouges tout le temps. En fait, t'es en tournée constamment toute l'année. Donc, Ouais. t'as pas de vie stable, c'est particulier, hein. Ouais, mais ça aussi, c'est pareil, hein. T'as plein de métiers qui sont comme ça, hein. Enfin, tu vois, chanteur, danseur, même, Chanteur, t'es tu pas en sais, tournée tout le temps. non, non, mais même, ça dépend quel chanteur, je sais pas. Il y en a peut-être certains qui le sont. Non, mais tu prends le staff de l'UFC, par exemple, ils sont en tournée tout le temps, hein. Enfin, tu sais, ils vont dans multiples pays toute l'année, quoi. Donc, t'en Ouais, as quand c'est même, vrai. hein. Tu Ouais, prends c'est vrai. arbitre de l'UFC, tous les week-ends, t'es quelque part, t'es dans un pays différent, tu vois. Pas de l'UFC, arbitre de MMA plutôt. Tu prends un Godard ou un Herb Dean, ils sont jamais chez eux, tu vois, de la même manière. Non, non, t'as plein de métiers qui sont comme ça, où t'es jamais chez toi. Non, le truc, c'est qu'il faut que tu sois physiquement affûté toute l'année. Ça, par contre, c'est une rigueur de malade. Avec les blessures, parce que là, pour le coup, blessé, t'annules pas, hein. C'est pas comme un combat de l'UFC où si t'es blessé, tu dis j'y vais pas. Là, les C'est mecs, ça. même blessés, c'est pour ça aussi qu'ils se chargent à fond, hein. Parce Ouais, que blessé, pas blessé, il faut y aller, hein. T'as un c'est show ça. assuré le soir. C'est Donc ça. non, c'est éprouvant quand même. Et puis l'évolution du catch avec le côté toujours plus spectaculaire où les mecs sautent du toit de l'arène pour atterrir sur une table dure sur un autre combattant, tu vois. Ouais, non, effectivement, c'est des trucs de fou. Enfin, les mecs saignent vraiment. Non, non, c'est du spectacle, mais c'est un spectacle Ouais, où tu donnes du qui est tien. dur. Tu vois, tu donnes de ta personne, effectivement. Effectivement. Mais bon, quand tu te fais connaître, quand tu commences à être. Bah lui, il a trouvé sa personnalité après avec ses gimmicks, avec son sourcil qui levait comme ça, là, avec enfin, Ouais, il son a fait le côté bon The choix. Rock, son petit. Ouais, Il a fait le bon choix, surtout que, alors je connais pas particulièrement The Rock quand il était jeune, mais j'ai jamais lu qu'il avait eu un passé martial. Contrairement à Brock Lesnar ou à un Bobby Lashley ou tous ces mecs qui ont transité vers le MMA qui avaient une base de lutte. J'ai pas entendu que The Rock, je crois qu'il était dans le football américain. oui, je crois. Ouais. Un truc comme ça, ouais. Ouais, non, c'est bien, il a fait le bon choix. Ah bah, je crois qu'on parlerait pas de lui aujourd'hui s'il s'était lancé dans le Je pense MMA. qu'il y a des chances. Bref, en tout cas, c'est une bonne anecdote. C'est une bonne anecdote. Et ça montre qu'il faut toujours écouter sa femme, parce qu'il le dit pas clairement, mais je suis sûr que c'est ce qui est arrivé. Il faut écouter madame. On passe à la question auditeur. Yes.
cette fameuse question auditeur. D'ailleurs, qui te l'a envoyé, ce fameux Antoine là? Parce que c'était sur Snapchat. C'est un petit con. Je le dis parce qu'il nous écoute, c'est un petit con. Non, c'est un pote à moi qui nous écoute très régulièrement. Il m'a dit, j'ai une bonne question. Moi, je Ah te non, laisse. il a pas dit j'ai une bonne question. Il a dit j'ai une question de ouf, C'est question vrai, de malade. il a dit, j'ai Il une était, question de ouf. ah ouais, il est très très fier de sa question. Il a raison d'en être fier. C'est vrai que Si, quand il me l'a posé, j'ai été étonnamment surpris. Parce que d'habitude, il est très con-con. Mais là, il m'a surpris, là. il a dit si demain vous êtes à la tête de l'UFC, quels sont les changements au niveau du règlement, enfin de tout ce qu'il y a à l'UFC que vous faites en premier? Bah, tu sais, bon, la question elle est tournée un peu bizarrement. Là, j'ai retrouvé le côté un peu con peut-être. Ouais, c'est Mais ça. je te Pas un prix taquine Nobel. Antoine, je sais pas qui t'es, je te taquine. C'est pour la blague. Tu nous Tu connais, l'as déjà vu? on est charrieur. Tu l'as déjà vu? Il est venu au Ah ouais? club. Il y a quelques années, on faisait encore MMA. Ouais, On faisait la machine à laver. ouais. Et il est Et il parti avait vomir. envoyé un crochet et il était tombé dans les sacs sur le côté. Alors, je pense que tu t'en souviendras pas. Lui se souviendra de cette anecdote parce qu'il m'en parle des fois. Vous connaissez tous ce système de simulation de chaos où tu mets ton doigt devant toi et puis tu tournes sur toi-même pour. Non, attends, non, la machine à laver, c'était Non, pas la ça. machine à laver, c'était Non, la la machine à laver, c'est quand je machine à faisais. chaos. Ah oui, non, ça c'était la machine à chaos, mais la machine à laver, non, je faisais roulade avant, roulade arrière. En fait, on faisait un suicide, c'est-à-dire on va au milieu de la salle, on revient, on va au fond de la salle, on revient, mais putain, mais pourquoi je fais plus ça? Et on le faisait en roulade avant, roulade arrière, roulade avant, roulade arrière. Et on enchaînait comme ça, on en faisait plusieurs. Et c'est pas mal parce que ouais, effectivement, ta perception dans l'espace et ton oreille interne travaille bien avec ce truc-là. La machine à laver. Putain, tu me renvoies très très loin. C'est loin, c'est loin. Qu'est-ce que je faisais comme connerie à Ouais, l'époque? j'ai essuyé les plâtres. C'est moi qui Ah, avais fait tout ça, les gars. mais aujourd'hui, t'es une machine. Aujourd'hui, t'es prêt à tout. Machine à laver. Une machine à laver. Whirlpool. On l'a surnommé Whirlpool dans le milieu du MMA. Bref, donc, on va répondre à ta question. On va répondre à ta question. C'est compliqué. Pour le coup, alors déjà niveau règlement, déjà bon ça faut comprendre que tu peux pas trop changer quoi que ce soit sur le règlement puisque c'est les règles unifiées du MMA. Donc Alors, à moins de mettre tu vois enfin de sortir un peu du cadre et de mettre des stompes. moi, je suis sorti du cadre. Ah Je ouais, peux toi le tu mets dire. des stompes, On n'est tu pas. sautes à Non, pieds non, joints sur des non, têtes. non, 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 pas du tout. Mais je suis parti en délire où voilà, je suis le président de l'UFC. Les Ouais. règles unifiées, finalement, ils ont été rédigées par l'UFC. Donc c'est un peu toi Oui. qui es le leader du truc. Par l'UFC, je suis pas sûr, hein. Bah, ils ont calqué sur les règles de l'UFC. Attends, C'est eux si je qui me ont. souviens de mes notes, c'est je crois pas que ça soit l'UFC. Les premiers à avoir fait les règles unifiées, à avoir été avec les règles unifiées, je crois que c'était le Strike Force, si je me trompe pas. Ah ouais? C'est quoi Ouais. qui différencie le Strike Force de l'UFC en termes de Je ne sais règlement? pas, mais en tout cas, c'est la commission athlétique du Nevada, je crois. Ok. Si je me souviens bien de mes notes, hein, parce que ça remonte Mhm. à loin, c'est quand on faisait le MMA quiz, qui a mis en place ces règles unifiées et les premiers à avoir souscrit à ces règles unifiées, c'est le Strike Force. Si je me Ok. trompe pas. Ok. Donc rien à voir avec l'UFC. Ok. Bah écoute, on va partir sur un terrain neutre où on est président. Moi, président. Moi, président, il nous fait Une Hollande. une Hollande. Alors, en termes de règlement, en termes de coups autorisés, je mets pas les stomps ni les penalties. Parce que je pense que Ouais, visuellement, déjà aux yeux du grand public, tu vois, c'est un truc qui passerait plus. Par ouais, contre, je remets les coups de genou au sol. Pour ouvrir le jeu à partir du moment où tu vas sprawler sur un mec. Pour obliger un peu, enfin, pour qu'il y ait une utilité au passage de garde. Parce que prendre une latérale de nos jours, ça sert plus à grand chose, à part si tu as un crucifix et que tu vas mettre des coudes. Mais là, le fait d'avoir une latérale, tu peux envoyer des genoux. On le voyait beaucoup au Pride. Je trouve que ça ouvre le jeu au sol, tu vois. ça ouvre des Donc, crânes au sol, surtout. ça ouvre des crânes au sol. Mais pas tant que ça en vrai, hein, parce que c'est. Bon, en latéral, t'en mets pas tant que ça, mais en fait, c'est plus pour punir les lutteurs qui plongent un peu n'importe comment, tu vois, quand tu sprawls et que tu te retrouves en front headlock, où là, tu Ouais. peux envoyer les genoux. Et là, je trouve ça intéressant. Bah, tu peux le faire aujourd'hui, vu que on l'a vu là récemment, dans le sens où, alors pas quand c'est au sol, mais quand tu es au sol et que tu es à genoux par terre, de toute façon, ah, tu parles des mecs qui seraient en tortelle, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Parce que là maintenant, vu que il faut qu'il y ait un appui clair, justement au sol pour que tu ne puisses pas mettre les genoux à la tête, le fait que maintenant, en fait, quand tu as sprawlé et que ça se relève
Tu vois, même si le mec met deux doigts Oui, au oui, sol, tu peux tu le peux mettre. envoyer des genoux. Tu peux le mettre. Ouais, la seule nuance, ça serait donc s'il est complètement à genoux au sol. Moi, peu importe les appuis, genou à la tête autorisé. C'est-à-dire en Ok, latéral, en nord-sud. Parce qu'en fait, c'est des positions qu'on ne voit plus parce qu'ils n'ont plus aucune exactement. utilité, tu vois. C'est vrai, je Il te n'y a plus l'accorde. personne qui passe en nord-sud. Pourquoi faire? Alors que là, tu passes en nord-sud, tu envoies les Ouais, genoux. sauf que tu vois, non, tu vois, on parle de protection de l'adversaire. C'est marrant, j'en parlais avec Sébastien Calou, qui me disait, lui, par exemple, vu que tu parles de ça, ce qui lui retirerait, c'est les sides dans les genoux. Tu vois, les coups dans les genoux, tu sais, qui met ta jambe en hyper Mhm, extension. mhm. Donc ça, d'accord. C'est pour la protection du combattant. T'es en nord-sud, t'envoies des coups de genoux, c'est les cervicales qui prennent tout, hein. Donc, dans la protection du combattant, bah si, les coups de genoux, ils viennent sur Non, le sommet du crâne. c'est interdit sur le sommet du crâne. Et on le voyait au Pride. Au Pride, tu sais, tu te mets un peu de profil. T'envoies là, il y avait même Randleman qui faisait le poirier pour envoyer justement. Je sais pas si tu te rappelles de cette Si, si, séquence. si, si, je m'en souviens. Non, Mais les coups au sommet du crâne restent interdits. À toi de te démerder pour te placer en diagonale pour envoyer de profil. Tu te débrouilles. ouais, ouais. Bah, bon, il y a quand même un gros risque, hein. Parce que quand tu prends un gros coup de genou, parce que en fait, le truc, c'est que sur la nord-sud, tu sais, la tête, tu sais pas trop comment elle est orientée en dessous. Des fois, il faudrait que l'arbitre soit au ras du sol. Donc, il y a quelques coups de genou qui peuvent passer et les cervicales, elles peuvent prendre très, très cher. Pour le coup, elles peuvent prendre très, très cher. Mais je suis pas aussi confiant que toi sur le coup de genou de la nord-sud, hein. Autant en latéral, bon, allez, pourquoi pas, pourquoi pas. Autant en nord-sud, non, il y a quand même un gros risque, hein. Moi, je le mets quand même. Je prends ce risque. Je m'en fous le combat pas. C'est pas moi qui les prends. Non, mais c'est vrai que j'aimais beaucoup ce règlement. Je trouve que ça t'incite à travailler au sol, tu vois. Ça t'ouvre d'autres perspectives. Ouais, ouais, ouais. Mais dans ce cas-là, non, alors oui, il y a ce truc-là. Dans ce cas-là, si tu veux que ça incite à travailler au sol, ça veut dire que tu valorises plus le travail au sol. Tu vois aussi. C'est-à-dire que, par exemple, c'est ton efficacité, enfin ta dangerosité, que tu sois au-dessus ou en dessous, qui prime. Et pas forcément valoriser que ce qui, quand tu es au-dessus, tu vois, en tant que combattant, en top position. Ouais, mais Tu vois, c'est si ce qui est le jamais, cas maintenant, logiquement. Puisqu'on maintenant, ouais, vite fait, alors hein, oui, vite fait, vite fait. j'applique ce qui devrait être le cas maintenant, tu vois. Où l'agressivité et les dégâts. Et quand je dis dégâts, c'est plus même tentative de soumission, tu vois, je le considère comme dégâts au sol. Où je mets plus ça en avant, que ce soit au-dessus ou en dessous. Ouais, ouais, d'accord. Ok. Donc ça, c'est pour le règlement. Ok. Le règlement en tant que combattant. Enfin, le règlement de combat. Ouais. Maintenant, moi, ce que je changerais, ce que j'essaierais de changer, alors c'est dur, hein, parce que tu sais, je veux pas rentrer dans la démagogie. Oui, un meilleur salaire pour tout le monde. Non, ouais, Oui, alors tu j'y ai vois, ce pensé, que je veux mais dire. Mais oui, mais c'est bateau. C'est Miss France, tu vois. Un monde en paix, tu vois. Je veux plus de faim dans le monde. Je veux que les gens sourient et je veux un monde en paix. Je veux des arcs-en-ciel tous les jours, mais sans la pluie, sans la pluie. Donc, donc non, je veux pas rentrer dans la démagogie, mais on va essayer quand même de mettre peut-être des petites choses en place qui, euh, qui sont à l'avantage du combattant. Déjà, alors ça, je vais prêcher pour ma paroisse en tant que coach UFC. Tu vois, je mettrais un avantage en nature avec une meilleure prise en charge des coachs, mais dès le début. C'est-à-dire que tu as le droit à 3 coachs, peu importe où tu pars dans le monde, tes 3 coachs, ils sont pris en charge. Tu vois, parce que c'est con, hein, ce que je vais vous dire là, c'est juste que la présence de tes coachs est tellement important sur le bord de la cage. Tu vois, et vu que tu gagnes pas énormément d'argent au début, c'est une charge tellement forte pour toi de payer, je sais pas, 2 coachs, parce qu'il y a un coach qui est pris en charge, donc de payer tes 2 autres coachs pour aller à Las Vegas ou aller à Singapour ou aller à Shanghai ou n'importe quoi. C'est une charge de dingue. Donc déjà, moi, je prendrais, alors les combattants sont très bien pris en charge, mais je prendrais très bien en charge aussi les coachs, avec chambre d'hôtel, avec la nourriture, avec tous ces trucs-là. L'UFC a complètement les moyens, franchement, avec allez, 10-15 combats entre 10 et 15 combats, on va dire, par carte, ils peuvent très bien prendre en charge le voyage. Tu sais, tu peux même les mettre en classe éco ou n'importe quoi, hein. Mais Je de toute demande façon, pas c'est ce d'être. qu'ils font. Non, mais voilà, tu sais, on ne demande pas d'être en première classe ou d'être dans un hôtel 5 étoiles.
Mais même si les 5 étoiles, ça n'existe pas. Mais en tout cas, pour le coup, non, je prendrais déjà ça en charge parce que c'est un confort mental. Tu vois, quand tu veux bien prendre en considération tes athlètes, le fait de le mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent combattre, ça passe aussi par là, déjà, de base. Donc, moi, je mettrais ça en place. Je réfléchirais aussi à salarier les combattants, tu sais. J'y ai Parce, pensé. mais oui, parce qu'aujourd'hui, ils sont dans une situation un peu hybride où ils sont sous contrat avec l'UFC, donc ils sont indépendants, mais à la fois, ils font pas ce qu'ils veulent. Ils peuvent pas aller ailleurs, ils peuvent pas, quand ils combattent pas, si l'UFC décide de pas les faire combattre, et ben, pendant X temps, ils gagnent pas d'argent. Pas Ils peuvent d'argent. pas, c'est ça, ils peuvent pas gagner de l'argent ailleurs, à part, aller chercher un boulot, comme livreur des Deliveroo, comme ça a été le cas pour Pantoja, tu vois. Donc salarier les combattants et faire évoluer leur salaire, comme un footballeur, en fait, finalement. Plus tu deviens haut dans le classement et plus ton salaire il va évoluer avec, quitte à avoir des primes. Tu vois, ça n'empêche pas que tu puisses encore avoir des primes, mais des primes peut-être différentes d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, En avoir fait, un système de salaire. j'avais pensé à ça. C'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit, tu vois. Et je me suis dit, admettons, le mec, tu le payes un an, tu vois. Tu lui donnes 10 000 balles, je sais pas, 5 000 balles par mois, 10 000 balles par mois, si c'est une star, tu vois. Hmm. Et au moment de combattre, il dit, ah non, je veux plus combattre. Tu l'as payé un an gratos. Il y aurait des abus, en fait. Il y aurait des mecs qui se contenteraient de cet argent et qui s'en foutraient de combattre. Tu vois, contrairement au match de foot où tu es obligé de jouer. Tu vois, Ouais, mais c'est tous les 2 jours, tu as un match. Là, le mec, il a peut-être un combat dans 6 7 mois. C'est-à-dire, peut-être dans 6 7 mois, là, il va prendre son salaire. Au moment du combat, un mois avant, il va te dire, ah putain, je suis blessé. Tac, ça va repousser. Donc, il va encore gratter du salaire. Tu peux pas faire ça, c'est impossible. Tu peux ouais, pas alors salarier. je suis d'accord avec toi, c'est vrai, c'est une réflexion qui est plausible. Maintenant, t'es blessé, il faut une preuve que t'es blessé. Tu vois, c'est pas genre ah putain j'ai mal. Non non, tu vas voir un médecin de l'UFC. Je me l'ouvre l'arcade, hein. Ouais bah tu t'ouvres l'arcade, ok, d'accord, tu me le fais une fois, tu me le fais pas deux. En Ouais, fait mais ça c'est t'as valable. perdu tellement d'argent entre-temps. Et puis, il y a moi, mais il y a d'autres qui vont le faire. Non parce que tu sais que très bien que tu vas te faire virer. En fait le truc c'est que dans ton contrat, tu sais que dès que tu fais une fois le coup, tu vois, tu me le fais une deuxième fois, ça a été viré, tu vois. Oui, moi, mais d'autres vont le faire. Non, Mais ils c'est seront pas virés de la viable. même manière. Ouais, mais ce système, il est pas viable en vrai. Ouais. Je sais Économiquement, il est pas pas. viable. Moi, par contre, ce que j'ai pensé, c'est Après, justement, attends. Après, c'est parce que tu paries sur le côté crapule des gens, tu vois. La plupart des gens qui combattent à l'UFC, ils combattent à l'UFC parce qu'ils veulent combattre. Tu vois, ils font pas ça parce que c'est pas une planque, ils travaillent pas à la Banque de France ou à la mairie de Paris. Tu vois, moi, je c'est pense parce que que c'est. en fait, je pense que t'es trop passionné. On est trop passionné on sous-estime le côté travail de ces mecs. Il y en a plein qui aiment pas ça en vrai. Il y en a plein, ils en ont rien à foutre de combattre. Ils sont bons dans ça, mais ils aiment pas forcément ça. Et le fait de les payer, vas-y, paye-moi, mais je vais pas forcément combattre. C'est pas une majorité, hein, mais il y a Hmm. une partie des combattants qui pensent comme ça, qui font ça vraiment comme un taf. Tu vois, qu'on ont rien à foutre. Ouais, 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 ouais. Non, mais je dis pas, hein, je pense qu'il y en a que c'est le cas, hein. Mais ouais, je pense que tu peux avoir des garde-fous quand même. Tu peux avoir des garde-fous, tu sais, d'un point de vue contrat pour te couvrir à ce niveau-là. C'est compliqué. Pour le Mais en coup, même temps, j'ouvrirai les contrats moi. et Je puis te attends, laisserai combattre ailleurs. parce que là, tu parles d'un mec que tu payes 10 000 € par mois. Tu parles d'un champion, tu vois. Le champion, il a déjà fait ses preuves avant. Tu commences pas à 10 000 € par mois. C'est-à-dire que tu dis, il y en a d'autres avant. Mais si tu es payé, je sais pas, je te dis une connerie, mais 1 000 €, si tu, je sais pas, 1 000 € par mois, ce qui est pas déconnant, hein, tu vois. Tu prends, tu vois, comme disait Nora, elle fait un combat dans l'année. Tu fais, voilà, enfin, tu regardes les impôts, les trucs, les machins, enfin, un ou deux Quand tu combats. découpes tout, ça t'as- équivaut à un Voilà, SMIC quasiment par mois sur c'est un an, ça. quoi. Tu as un SMIC par mois sur un an. Donc tu vois, c'est une perte qui est dérisoire pour l'UFC. Et il y en a plein qui vont rester comme ça quand même pendant un petit moment avant d'évoluer dans le salaire. Tu vois, c'est juste que tu as ta régularité dans ton salaire. Ouais, Tu vois, ouais. ce qui peut te permettre, mais c'est pas mal, hein, parce que ça peut te permettre de payer peut-être régulièrement aussi tes coachs. Tu vois, en fait, c'est un cercle vertueux pour moi, parce que tu touches ton salaire, je sais pas, tu touches
de 2000, je sais pas, 2000 euros ou 3000 euros par mois, 3000 dollars par mois. Bah, tu sais que tu peux payer une petite partie, le salaire enfin, tu sais, ton coach avec enfin, l'un de tes coachs ou ton staff ou n'importe quoi, tu vois. Et derrière, quand tu vas combattre, eh ben, tu peux aussi faire en sorte, tu vois, tu peux faire un système de salaire fixe prime. C'est-à-dire que Ouais, ton salaire fixe, il n'est pas très élevé. Et par contre, quand tu combats, et là, ça règle le problème de je combats ou je combats pas. Quand tu combats, bah, au moment où tu vas combattre, tu as t'as une prime. une côté prime, tu vois. Sans parler de Fight of the Night, KO of the Night ou ce genre de choses, tu vois. T'as une prime de combat. Si tu assumes ton combat, tu vas au bout de ton contrat, et ben t'as l'autre partie de ton salaire, Ouais. tu vois. Non, c'est sûr que ça règle pas mal de problèmes. Ça règle pas mal de problèmes. C'est même pour les combattants à gérer, c'est beaucoup plus simple, hein. Bah oui, bah oui. Même pour ta nutrition, pour tout. Puis ça évite aussi, tu Ça te sais, retire c'est une épine du pied de de j'ai eu ma gestion. prime. Surtout quand tu commences, tu vois, quand Mm. tu es en bas de l'échelle et que tu as une prime et que tu sais pas, parce que c'est ça le problème de l'UFC, c'est que tu sais pas quand tu vas recombattre. C'est C'est-à-dire ça, que là, vous touchez, admettons, 20 000 si vous avez gagné. Peut-être que dans un an, vous n'avez pas recombattu. c'est Et vous ça. savez pas comment gérer votre argent, comment le placer, comment le dépenser, qu'est-ce que je peux me permettre. Non, c'est hyper C'est ça. angoissant à gérer. C'est ça. Et en fait, c'est ça le truc aussi, c'est que dans ta gestion au quotidien, tu vois aussi, pour l'UFC, si c'était une entreprise responsable, je veux dire vis-à-vis de ses combattants, ou même les autres organisations de MMA, hein, tu t'assures en fait que tes combattants n'aient pas donc à gérer leur argent et donc le dépensent pas, tu vois, d'un coup d'un seul. Genre, j'ai touché 10 000, je dépense 10 000. Tu vois, tu t'assures que ton combattant reste dans des conditions de vie qui sont potable, on va dire, au début, on va dire, hein, plus facilement. C'est-à-dire que, eh ben, comme tu touches ton salaire tous les mois, bah, tu vas peut-être le faire passer plus dans ton alimentation, dans tes entraînements, Ouais. tu vois, dans ces Tu trucs-là, vas être plus structuré. plutôt que de te dire, putain, j'ai touché 10 000, ça rase, ou j'ai touché 20 000 et je vais dépenser ça dans une connerie. Tu vois, je me suis acheté un nouvel iPad. Tu vois, c'est génial, tu vois. Non, mais je dis une connerie, mais tu vois, c'est ça. Donc effectivement, et le fait, et ça, c'est aussi dans le côté cercle vertueux, c'est que si l'UFC paye ses combattants mois par mois, ils auraient peut-être plus tendance à les faire combattre plus souvent. Et justement, à moins les faire traîner. Parce que justement, ils investissent sur leurs combattants. Ouais. Ouais. Après, ils les font traîner aussi. Le roster de l'UFC, il est énorme, hein. Mais peut-être qu'il faut le réduire. Ouais, aussi. C'est vrai. C'est vrai Parce qu'il que, y a plein de gens qui. qui servent à rien. Ouais, oui, c'est vrai. Ouais. Donc peut-être qu'il faut le réduire. Si tu te dis que tu es l'élite du MMA mondial, bon, bah, tu réduis ton roster un petit peu. Ouais. Parce que t'en as, ils sont là, mais ils combattent jamais, hein. T'en as qui sont là, bah, ils combattent sur des cartes qu'on regarde pas, quoi. Ouais, c'est peut-être pour ça que je dis qu'ils combattent jamais. Ouais, parce qu'en vrai, hein, il y Je a ne les vois énormément pas. d'UFC. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y en Non, a mais peut-être donc, il y a, même trop, en fait. En ouais. fait, il y a autant d'UFC parce que le roster est énorme, justement, mais des fois, t'as un UFC par semaine, quoi. Donc, toi, tu réduirais les UFC, le nombre d'UFC, comme à l'époque où t'attendais ton UFC, tu sais. C'est vrai que ça avait un charme particulier, cette époque, hein. Ouais, Moi, j'aimais beaucoup. Après, finalement, là, on en est où on sélectionne, tu vois, on regarde pas tout. On ouais. regarde pas tout. Avant, on regardait tout ce qui sortait. Mais non, après, ils font monter leurs jeunes aussi. En fait, ils construisent des carrières sur les petites cartes. Ouais, ouais, ouais. Enfin, il y en a très peu, hein, que tu vois évoluer après derrière et popper, hein. Il y en a très peu, hein. C'est vrai qu'il y en a très peu. Pour tous les événements qu'ils font, il y en a très peu. Je suis pas d'accord. Moi, je pense pas qu'ils construisent les mecs, hein. Je pense qu'ils prennent des mecs comme ça qui font combattre deux fois, trois fois, quatre fois, et puis après, salut, bye bye, hein. C'est plus pour combler, hein. Ouais, c'est du remplissage de cartes. C'est ça. Donc, effectivement. Alors, toi, tu réduirais le nombre d'UFC, effectivement. Moi, je ferais aussi peut-être monter plus facilement certains profils. Tu vois, justement, tu parles de construire des carrières. En fait, il y a des catégories qui sont complètement bouchées.
Tu vois, quand on voit un Figueiredo Moreno 4, tu vois, enfin, tu sais, des Volkanovski Holloway 12, enfin, tu vois, des KT où tu te rends compte que c'est les mêmes personnes qui sont beaucoup plus fortes que les autres, On a entre noté les guillemets. mêmes points. Et C'est vrai? on a des solutions différentes à chaque fois, mais on a noté les mêmes points. Ça, c'est une problématique que je sais plus de quel combat on parlait, où on voulait voir. C'était à l'époque de Khabib, où on voulait le voir Hmm. contre Ryan Hall, tu vois, stylistiquement. Oui, Et voilà, que par ça exemple. n'aurait jamais eu lieu parce que de toute façon, Ryan Hall n'aurait pas pu passer des étapes jusqu'à Khabib. C'est ça. Mais on s'était dit qu'au Pride, par exemple, ça aurait pu se faire, tu vois, parce qu'il n'y avait pas de vraiment de logique. Et c'est quoi ta solution pour ça? Ben, il n'y a pas de solution particulière. T'es l'UFC, tu fais ce que tu veux, t'es un matchmaker. Tu décides de faire des. Tu vois, quand tu vois qu'il y a une Des KT super qui est en fights. train. Ouais, des super fights ou, ou juste, en fait, pas ne faire que des combats au classement, mais faire des matchmaking au style. Tu vois, quand on dit que le style fait le combat. Parce que finalement, regarde, quand tu regardes bien, oh, il y en a marre, en fait, de faire les analyses de toujours les mêmes personnes. Tu vois ce que je veux dire? Nous qui analysons les gros combats des UFC numérotés, en fait, tu te rends compte au bout d'un moment que tu tournes en rond. Que tu vois, tu as analysé 10 fois Poirier, 7 fois Guedji. Tu sais, bah, justement, Moreno Figueiredo, au bout d'un moment, on les analysait même plus parce que ça sert à rien, c'est toujours la même chose. Tu vois, quand c'est le quatrième combat, t'en as plus rien à faire. Là, si demain ils refont un Volkanovski Holloway, tu vois, s'ils avaient fait un titre intérimaire entre Topuria et Holloway, et que Holloway gagnait, et qu'après ils refaisaient un Volkanovski Holloway, qu'est-ce que tu veux le réanalyser? C'est pas la peine, ça sert à rien. Par contre, effectivement, si tu as un mec, alors je dis pas un mec qui vient d'arriver, mais tu sais qu'il serait dans le top 15, qui, que tu sens que potentiellement ce mec-là peut apporter quelque chose. Alors, c'est vrai il va peut-être se casser les dents, tu vois, et ne jamais évoluer jusqu'à la ceinture, mais peut-être que le mec qui a la ceinture, tu vois, ou même un mec du top 5, tu te dis, putain, ce combattant-là, face à lui, ça m'intéresse, je veux le voir. Bah, tu le lances dedans. Et ça se trouve, ce mec qui ne serait peut-être pas arrivé jusqu'au top 5 de lui-même en faisant combat après combat, bah, tu vas le jeter dans le grand bain, et puis il va se révéler, et puis il va peut-être rester dans le grand bain, tu vois. Ou peut-être pas. Mais au moins, tu as pris ton risque. Et au moins, tu as fait un combat qui est intéressant sur le papier, tu vois. Ah ouais, ouais, après, d'un autre côté, là, il y a plus du tout de côté sportif. Et t'as plus du tout, en tant que combattant, envie de gravir les échelons finalement, puisque tu peux avoir ta chance au titre même sans être classé, sans être haut dans le classement, tu vois. Pour moi, Après, c'est on pas parle pas vraiment une solution. Là, on est on, vraiment par- dans le on- freak show. non, non, on parle pas forcément de chance au titre, hein. Je dis pas forcément de le mettre face au champion directement. Tu vois, mais enfin, quand je disais, tu vois, affronter un mec du top 5. Tu vois, je te disais, le jeter dans le grand bain du top 5. Je parlais pas forcément du titre. Tu vois, mais ouais, de booster un mec. Alors, il y en a qui boostent. On va pas se mentir. L'UFC, il y en a voilà, ils le font, ils le boostent. On l'a vu avec Pereira, le dernier en date, parce qu'il y a un storytelling. Mais tu vois, c'est pas le côté stylistique, c'est le côté storytelling. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a une histoire à raconter. Mm. Tu vois. Sauf que l'histoire à raconter, ça passe ou ça casse. Tu vois. Alors que le côté affrontement, le niveau, tu vois, le style de combat qui s'oppose, tu vois, c'est intéressant. C'est Ouais. intéressant. Il y a des combats que j'aurais fait plus tôt, tu vois. Euh, quel exemple on peut avoir d'un combat qui s'est fait, qu'on voulait voir, mais qui s'est fait trop tard? Bah moi, dernièrement, là, Ousmane Chimaev, j'aurais voulu le voir avant. Ouais, Ousmane J'aurais voulu Chimaev, le voir en 77 avant. c'est ça, par exemple. Par exemple. Bah, tu vois, ça, c'est un bon exemple. Effectivement. Ouais. Ouais. Alors moi, pour même idée, mais pour combler ça, je réorganise des tournois. Ouais. Je Sinon, réorganise des tournois par KT, un peu comme au Bellator. Où là, pour le coup, t'aurais tout le top 10 mélangé, tu vois. Parce que top 10, c'est large, hein. Et le mec dixième n'arrivera jamais jusqu'au champion, quasiment, tu vois. Et de grandes chances qu'il y arrive jamais, qu'il rentre même pas dans le top 5. Et pour le coup, le fait de mixer tout ça, on peut avoir des surprises. On peut avoir des ouais. surprises. Et en plus, j'ouvre les copromotions, comme à l'époque du Pride, où j'invite des mecs d'autres orgas dans le tournoi. Tu vois, comme le Pride, il y avait des mecs ils invitaient des mecs de l'UFC, bah là, tu peux inviter un mec du Bellator, un mec du One.
Et tu mixes tout ça dans le tournoi. Et là, t'as quelque chose qui a de la gueule, là. Ouais, effectivement. Effectivement. Et t'as des combats Donc, que t'aurais jamais eu en temps normal. ouais. T'as des combats que t'aurais jamais eu en temps normal, c'est vrai. C'est vrai. Donc, ouais, non, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que tu gardes Dana White? Maintenant, c'est moi le président. Il n'est pas président, lui. Il est directeur général. Ouais, Ouais, je garde Dana White. moi aussi. Mais Non, trop d'expérience. par contre, trop d'expérience, mais il y a des fois où je le temporise. Je dis, allez, ferme ta gueule, gars. Mais Tu je vois, pense que c'est pas trop je une le tiens bise. un peu plus. Ah, mais il est chaud, Dana White. En fait, même quand t'as l'impression qu'il se plante, il se plante pas. C'est chaud. Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, donc il y a ça. Est-ce que tu gardes Donald Trump? Pourquoi pas? Si ça attire du public. C'est ça. Moi, je pense aux places vendues, hein. Et après, en dernier truc, alors un peu négatif pour les combattants, mais qui réglerait une problématique, je pense. En plus, on n'en a pas parlé, mais ça fait suite à ma pensée, elle fait suite au pesé loupé de Baki et de Ramzan. Oui. Et bah, c'est quelque chose qui arrive souvent, on le voit, et c'est quelque chose qui te nique un événement complètement, parce que pour le coup, quand tu rates ta pesée, bah, c'est la veille du combat. Donc mettre en place un remplacement, c'est très compliqué, voire impossible. Moi, ce que je ferais, on avait pensé à sanctionner les combattants, tu vois, et quelles sanctions mettre. Je La pense mort. que, oui, c'est une possibilité. Mais pire que ça encore. J'ai pensé, en fait, je me suis dit, qu'est-ce qui fait le plus chier un combattant, tu vois? Et Les surtout, laxatifs. oui, oui, c'est très Je veux drôle pas ce te soir. laisser, je veux pas te laisser aller au bout de ton Je idée. vois ça. Et puis en plus, souvent, tu vois, les combattants, les coachs et tout, on a toujours l'habitude de dire que la pesée, c'est le premier combat. Mm. Et bah, à partir du moment où tu l'as pas réussi, ce combat, tu l'as perdu. Donc je le compterai comme une défaite. Je te mettrai un rouge. Sur ta fiche, tu auras une défaite et une victoire pour l'adversaire, puisque ça fait partie du combat, la pesée. Et on sait à quel point une défaite, actuellement dans le MMA, ça entache ta carrière, tu vois. Donc voilà ce que je ferai, une défaite. Parce que finalement, à nos contests, ok, bah nos contests, il s'est rien passé. Mais le fait d'avoir un rouge, quand tu as une fiche vierge, crois-moi que les combattants, ils vont le prendre beaucoup plus au sérieux, la pesée. Oui. Mais après, tu vois, le truc, c'est que tu vois un cas comme Baki, là, de ce que j'ai compris, c'est pas un manque de professionnalisme. C'est son corps qui a pas C'est réagi son au corps, cutting. ouais, ouais, c'est son corps qui n'a pas Ouais. réussi. Mais peut-être qu'il n'est pas dans la bonne caté. Ouais, mais ça a marché jusqu'à aujourd'hui, quoi. Ah, mais là, il a pris un sacré physique. Ouais. Là, il avait un physique de fou, là. Est-ce qu'il n'est pas monté trop haut? Je Ouais. sais pas, hein, c'est une possibilité. Après, je sais que ton corps, ça peut merder, tu vois. Mais je me dis en faisant ça, parce que c'est quand même un des seuls sports où ça arrive. Mm. Je vois en boxe Et, anglaise et et, tout, ça arrive pas, tu vois. ouais, mais cut pas de la même manière. Quid des féminines, avec les problèmes d'hormones, de rétention d'eau, de tous ces trucs-là, tu vois aussi. C'est Si tu con, sens que tu mais peux pas faire le poids, tu vas dans la caté du dessus. ouais. Et Ouais, non. je pense qu'il y aurait pas mal de combattants qui changeraient de caté pour le coup, qui prendraient pas le risque de descendre. Si t'es sûr de toi, t'es sûr de toi. Ah, là, Mais comme on dit, tu viens de régler le problème, tu sais, mieux que le one, mieux que tout ça. Tu bah sais, ouais, sur les. Ouais, en vrai de vrai. Parce que je t'ai dit, comme on dit toujours, c'est le combat, c'est la première étape du combat. Donc si tu rates, ouais, tu perds. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, bah, ça ferait pas mal de changements quand même à l'UFC, hein. Ouais. Bon, ça va, on était raisonnable. On n'a pas parlé du monde en paix. S'il y a un truc que je changerais par contre, mon salaire, il serait beaucoup plus élevé aussi. Il y a des Ah chances, ouais, hein. ah bah oui. Ouais, écoute, Ce serait j'ai pas atteint ce bénévole? niveau. Plus là, Non? plus là. Non, Ok. non, non, non. J'aurais fait mon temps. Ouais. Non, c'est pas mal. Dites-nous, vous, ce que vous Ouais. changeriez à l'UFC. Ça, par contre, ça m'intéresse grave de savoir ce que vous metteriez en place, ce que vous changeriez, tout ça. Parce que je suis sûr que vous êtes capable d'avoir de Ouais, bonnes idées ouais, il y en aussi. a ouais, c'est sûr, tout le monde doit avoir des bonnes idées. Ouais, ouais, ouais. Donc ça m'intéresse, pour le coup.
Bon, on a fait le tour de ce petit format hebdomadaire. Donc, bah, likez, commentez, partagez, mettez les 5 étoiles sur les plateformes de podcast, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de tous nos podcasts qu'on fait en ce moment. Merci pour toute la force que vous nous donnez semaine après semaine dans les commentaires. Franchement, c'est un vrai kiff. Franchement, c'est ce qu'on dit. Qu'il y ait beaucoup de vues ou pas beaucoup de vues, les commentaires, ils sont Ils sont magnifiques. top. Ah non, franchement, à chaque fois, on se les montre. Tu l'as vu celui-là? Tu l'as vu celui-là? Grave. Ah non, c'est fou, c'est fou. Donc, euh, donc voilà, j'espère qu'un jour on sera aussi coté que vous voulez qu'on le soit. Donc ça serait cool. Petit lien vers le Tipeee en description. Donc voilà, là c'est ce qu'on disait la dernière fois. Je sais pas si on l'a dit en off ou pas, mais cet argent-là qu'on capitalise pour l'instant avec bah, des projets en tête, mais bon, en tout cas voilà, c'est pas pour s'acheter des paquets de gâteaux. C'est vraiment pour garder pour des projets. Celui qu'on voit là, je sais plus si on l'a dit en off ou pas. Non, non, Euh, tu l'as dit en direct, hein. D'accord, pour le flow grab. Mhm. Ouais, d'accord, ok. Ouais, ouais. Bon, donc ce genre de choses, voilà, c'est vraiment ça. On attend d'avoir la somme, peut-être potentiellement. Ou alors on attend que Flowgrab baisse ses tarifs aussi. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit c'est vous qui faites monter, soit c'est Flowgrab qui baisse, mais en tout cas, voilà, il n'y aura pas de entre les deux, c'est pas possible. Donc voilà. En tout cas, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée Ou une bonne soirée. en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut. Salut.